Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Monsieur Abdelrahmane Sarr, ministre de l'Économie et du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal, Monsieur Mohamedou Seck, directeur du cabinet, représentant Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la BCAO, Dr Jean-Claude Cassibrou, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Messieurs les vice-gouverneurs et représentants des banques centrales invités ici à cette conférence, Messieurs les chefs des organes et institutions de l'UMOA, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur bancaire et financier de l'UMOA, Mesdames et Messieurs les représentants du monde académique et de la recherche, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, merci infiniment de nous rejoindre ici pour cette conférence. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à titre de maître de cérémonie ici à Dakar, au Terroubi, le 8 mai 2026, pour introduire cette cérémonie officielle d'ouverture de la conférence internationale de la BCAO sur le thème crypto-actifs et innovation numérique, à travers les opportunités et les défis pour la stabilité monétaire et financière. À cet effet, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de la Banque centrale, la cordiale bienvenue à toutes et à tous ici, à Dakar, au Terroubi. À l'instar de la conférence internationale organisée par la BCEAO sur l'intelligence artificielle en 2025, ici même, cette institution réaffirme son leadership en matière de réflexion collaborative sur les enjeux globaux du monde économique et financier, en abordant cette année les défis en termes de développement des crypto-actifs dans les économies africaines. Et pour enrichir nos échanges, le programme de cette cérémonie d'ouverture sera composé dans un premier temps de l'allocution de bienvenue de Monsieur le gouverneur, suivi par la suite par le discours d'ouverture de son Excellence Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal. Et nous aurons bien entendu une petite pause afin de pouvoir poursuivre notre rencontre. Et cette thématique pourra être abordée sous 4 angles. Tout d'abord, sur l'innovation numérique et la transformation du paysage financier mondial, puis l'émergence des stablecoins avec un accent particulier sur les implications pour la politique monétaire et la stabilité financière. Un troisième point, nous envisagerons la régulation, la supervision prudentielle et la coopération régionale pour une innovation financière. Et enfin, l'approche sur la cybersécurité, l'intégralité financière et la protection des données. Nous allons conclure notre journée qui sera riche en échanges avec la table ronde des gouverneurs des banques centrales autour du thème crypto-actifs et innovation numérique. Quelles leçons pour les banques centrales? Voici un petit peu le menu de notre journée aujourd'hui. Mais pour démarrer officiellement cette cérémonie, je voudrais bien respectueusement et avec votre permission, Monsieur le gouverneur, vous inviter à délivrer votre mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, accueillons bien chaleureusement celui qui nous reçoit ici, Monsieur le gouverneur de la BCAO, Dr Jean-Claude Cassibrou, sous vos chaleureux applaudissements. Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Messieurs les chefs des organes et institutions de l'UMOA, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de Banque centrale, Mesdames et Messieurs les vice-gouverneurs et représentants de Banque centrale invités, Monsieur le vice-gouverneur de la BCAO, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales,
Madame le directeur général du CESAG, Madame le directeur général du Fonds de garantie des dépôts et des résolutions, Madame le directeur général de UMOA Titres, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur bancaire et financier de l'UMOA, Mesdames et Messieurs les représentants du monde académique et de la recherche, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est heureuse de vous accueillir à Dakar, à l'occasion de la conférence internationale organisée sur un thème important pour nos systèmes monétaires et financiers. Crypto-actifs et innovation numérique, opportunités et défis pour la stabilité monétaire et financière. Tel est le thème de cette rencontre. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue en République du Sénégal, pays où l'hospitalité se conjugue avec la fraternité. Permettez-moi à l'entame de mon propos d'exprimer la reconnaissance de la Banque centrale à M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, pour l'insigne honneur qu'il nous fait en acceptant de présider cette cérémonie d'ouverture, rehaussant ainsi de son autorité et de son engagement l'éclat de nos travaux. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, votre présence distinguée, en dépit des multiples exigences inhérentes à vos tâches et fonctions, constitue un témoignage de l'attention particulière que les plus hautes autorités du Sénégal accordent au système monétaire et financier régional. Je voudrais également adresser les vifs remerciements de la Banque centrale à M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, ainsi qu'à M. Alioune Sall, représenté ici par son directeur de cabinet, M. Alioune Sall, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique de la République du Sénégal, qui nous font l'honneur de leur participation à cette conférence. J'adresse mes salutations fraternelles au président de la Banque ouest-africaine de développement et de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, ainsi que le représentant de la commission de l'UEMOA, qui nous honorent de leur présence à cette rencontre. Cette mobilisation traduit la vitalité et la cohésion de notre union économique et monétaire. Je tiens également à exprimer mes chaleureuses salutations et mes sincères remerciements à mes collègues gouverneurs, vice-gouverneurs et représentants de banques centrales qui ont répondu à notre invitation. Leur présence confère à cette rencontre une dimension internationale de tout premier plan. À cet égard, nous pouvons relever comme un réel motif de satisfaction la participation des gouverneurs et vice-gouverneurs des banques centrales des États de l'Afrique centrale, la BEAC, du Botswana, du Congo, du Kenya, du Libéria, de l'île Maurice, du Mozambique, de São Tomé et Principe, de la Sierra Leone et de la Tunisie. Je les remercie chacune et chacun pour l'excellente qualité de la collaboration qui existe entre nos différentes institutions. Mes remerciements s'étendent également aux représentants de la Banque de France et de la Banque centrale des Comores. Permettez-moi d'adresser particulièrement ma profonde gratitude au gouverneur Lisa Cook, membre du Conseil de gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, pour avoir bien voulu accepter notre invitation et fait le déplacement de Washington DC à Dakar. Sa grande maîtrise et sa longue expérience des questions monétaires et financières seront d'un apport indéniable dans nos échanges. Son intervention très attendue sur les actifs numériques et leur utilisation sur les marchés financiers lancera les réflexions de notre rencontre. Je me réjouis de la participation de haut niveau de nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque des règlements internationaux, qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre pour partager leur analyse, leur expérience, ainsi que les orientations stratégiques sur cette question essentielle.
Je voudrais enfin saluer la mobilisation remarquable des hauts responsables et représentants du secteur bancaire et financier de l'UEMOA, du monde académique, ainsi que des anciens hauts responsables de la BCEAO, dont la présence témoigne de l'intérêt soutenu suscité par les thématiques abordées. Je remercie également tous les experts, keynote speakers et panélistes pour avoir accepté de partager leur expertise. À toutes et à tous, j'exprime la profonde gratitude de la Banque centrale pour votre participation distinguée à cette rencontre. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, la tenue de cette conférence, la troisième du genre, consacrée à des thématiques innovantes, après celle organisée en 2024 sur le changement climatique et celle tenue l'année dernière sur l'intelligence artificielle, intervient dans un contexte international marqué par une accélération sans précédent de la transformation numérique des systèmes financiers. Les crypto-actifs, l'essor des plateformes numériques de paiement et la digitalisation croissante des services financiers redéfinissent en profondeur les modalités d'intermédiation financière, tout en interpellant les cadres traditionnels de régulation et de supervision. Ces évolutions constituent indéniablement des leviers puissants de modernisation. Elles offrent des perspectives significatives en matière d'amélioration de l'efficience des paiements, de simulation et de l'innovation et d'inclusion financière. Toutefois, elles s'accompagnent également de risques et de vulnérabilités qu'il convient d'appréhender avec rigueur et précision. Dès lors, une vigilance accrue s'impose, notamment au regard de la forte volatilité des cryptoactifs, de leur dimension transfrontalière, ainsi que des enjeux de cybersécurité, de protection des consommateurs et des risques accrus liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Ces innovations peuvent également avoir des implications potentielles sur les conduites de la politique monétaire et la stabilité financière qu'il faudra nécessairement anticiper. Monsieur le ministre, chers participants, Mesdames, Messieurs, face à ces enjeux, les institutions financières internationales et les autorités de régulation ont engagé d'importantes réflexions visant à mieux cerner les implications de ces innovations numériques et à définir les dispositifs appropriés pour leur encadrement. Ces initiatives participent à la structuration d'un dialogue international renforcé autour des enjeux émergents de la finance numérique. Dans ce contexte, plusieurs banques centrales africaines ont également engagé des réformes visant à encadrer le développement de la finance numérique. Certaines ont déjà mis en place des dispositifs réglementaires spécifiques, tandis que d'autres analysent et anticipent les risques liés au développement des crypto-actifs pour le système financier. Par ailleurs, plusieurs institutions monétaires s'engagent dans des projets de monnaie numérique de banque centrale, notamment en vue d'offrir des alternatives aux crypto-actifs. Ces différentes approches, souvent combinées ou mises en œuvre de manière progressive, traduisent l'émergence de stratégies hybrides d'adaptation aux innovations financières. Elles témoignent dans leur ensemble de la volonté des autorités monétaires des pays en développement, notamment du continent africain, de s'inscrire pleinement dans les dynamiques internationales d'innovation financière, tout en préservant les impératifs de stabilité, de sécurité et de souveraineté financière. Pour sa part, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a engagé des actions structurantes visant à accompagner la transformation numérique du secteur financier dans un cadre sécurisé, inclusif et propice à l'innovation. Dans un espace monétaire intégré tel que celui de l'UEMOA, ces avancées ouvrent des perspectives importantes en matière d'approfondissement de l'intégration financière et d'amélioration de l'efficience des marchés. Messieurs les ministres,
Madame, Monsieur le gouverneur, chers participants, Mesdames, Messieurs, je forme le vœu que les échanges de ce jour permettent d'approfondir les réflexions sur les enjeux stratégiques et opérationnels liés aux crypto-actifs et aux innovations numériques, afin de renforcer la capacité de nos institutions à assurer efficacement leur mission de stabilité monétaire et financière. Je voudrais, pour clore mon propos, renouveler mes vifs remerciements à l'ensemble des participants et souhaiter qu'ils joignent l'utile à l'agréable en profitant de la beauté du pays. Un programme social riche et varié vous est proposé afin que vous gardiez un souvenir agréable de votre visite. Mesdames, Messieurs, chers participants, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre très aimable attention. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur, pour ce mot de bienvenue. Et j'ai eu la chance d'être là l'an dernier. On a toujours envie de revenir au rendez-vous que vous offrez parce que la mobilisation est toujours grandiose. Et peut-être par vos applaudissements, vous confirmerez que ces événements sont toujours aussi agréables à vivre et à partager. Oui, Monsieur le Gouverneur, vous avez raison de donner un cap clair sur cette conférence où les crypto-actifs, les registres distribués et les paiements numériques transforment profondément nos systèmes financiers, porteurs à la fois d'opportunités majeures, certes, pour l'inclusion et l'intégration régionale, mais aussi des risques qu'il faut maîtriser. Et à cela, ces discussions qui vont se tenir aujourd'hui avec ces spécialistes et keynote speakers, vos invités venus du monde entier, vont permettre d'enrichir ici cette réflexion. Nous devons le transformer et quelle belle terre d'accueil ici, Dakar et le Sénégal, pour pouvoir échanger ces échanges et aller plus loin dans la réflexion. Nous sommes très heureux ici de pouvoir apporter à votre attention, bien respectueusement, la locution de Monsieur le ministre des Finances et du Budget. J'aimerais d'applaudir Monsieur Cheikh Diba, qui nous apporte ici son allocution. Merci pour vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le président de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs des banques centrales, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur bancaire et financier de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants du monde académique et de la recherche, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à l'occasion de l'ouverture de cette conférence internationale consacrée aux crypto-actifs et aux innovations numériques, un sujet d'importance d'un temps moderne qui bouscule nos frontières avec des implications sur la stabilité de nos systèmes financiers et l'avenir de nos économies. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, chef du gouvernement, la cordiale bienvenue à Dakar, capitale du pays de la Teranga, à toutes les délégations étrangères qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour assister à cette rencontre. Je voudrais saluer et féliciter chaleureusement le gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Cassibrou,
pour l'initiative remarquable qu'il a prise en réunissant dans cette salle des décideurs publics, des autorités monétaires, des experts, des représentants du secteur bancaire, des universitaires, ainsi que des acteurs de l'écosystème des innovations numériques venus de différents horizons pour réfléchir ensemble sur les enjeux déterminants liés aux crypto-actifs, aux mutations technologiques en cours. Votre présence et la qualité des institutions que vous représentez témoignent de l'importance accordée à ces questions, désormais au cœur des politiques économiques et financières contemporaines. Mesdames et messieurs, le monde traverse une transformation profonde, rapide et irréversible, portée par les avancées technologiques et l'essor de l'économie numérique. Cette mutation redéfinit les mécanismes de production et d'échange. Dans ce nouvel environnement, les crypto-actifs et les innovations numériques s'imposent progressivement comme des composantes majeures du système financier international, redéfinissant les contours de la souveraineté monétaire et de l'intermédiation financière. Vous l'aurez compris, ces évolutions, porteuses de perspectives inédites, constituent une opportunité historique. Elles appellent également à une responsabilité collective accrue face aux défis complexes qu'elles soulèvent en matière de régulation, de sécurité et de stabilité. Mesdames et messieurs, chers participants, les innovations numériques constituent en effet un formidable levier de transformation et de modernisation pour nos économies. Elles ouvrent la voie à une amélioration significative de l'efficience des systèmes de paiement, à une réduction des coûts de transaction et à une accélération de l'inclusion financière. Pour les pays en développement, en particulier les économies africaines, ces technologies offrent l'opportunité de moderniser les services financiers et d'élargir l'accès au crédit, permettant ainsi de combler des décennies de sous-bancarisation qui ont freiné notre développement économique. Elles contribuent également à renforcer la transparence, la traçabilité des flux financiers et l'intégration économique régionale, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité de nos systèmes productifs. À ce titre, elles constituent un puissant vecteur de croissance durable, de création d'emplois et de prospérité partagée. Mesdames et messieurs, conscients du potentiel et de l'ampleur de ces transformations, le Sénégal a fait du numérique un pilier central de sa stratégie de développement économique et social. Notre pays a ainsi engagé ces dernières années des réformes ambitieuses visant à renforcer ses infrastructures numériques, à moderniser ses services publics et à promouvoir l'innovation technologique comme moteur de compétitivité et de souveraineté économique. C'est dans cette perspective que le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, s'est résolument engagé dès son installation en 2024 dans une politique de développement numérique fondée sur la souveraineté technologique, la valorisation des compétences nationales et l'édification d'une économie numérique inclusive. Pour matérialiser cette vision, le gouvernement a lancé le 24 février 2025 la stratégie nationale du numérique dénommée New Deal technologique, qui constitue aujourd'hui le cadre de référence de notre politique de transformation digitale. Cette stratégie vise, à l'horizon 2050, à faire du Sénégal une société numérique inclusive, résiliente et innovante, capable de se positionner comme un pôle régional de services à forte valeur ajoutée. Le New Deal technologique repose sur 4 orientations stratégiques complémentaires: la consolidation de la souveraineté numérique et la protection des données stratégiques, notamment à travers le renforcement des capacités de nos infrastructures cloud souveraines et la mise en place d'un cadre législatif moderne de protection des données personnelles. La transformation digitale et l'amélioration de la qualité des services publics, avec pour objectif de dématérialiser intégralement les procédures administratives et fiscales, réduisant ainsi les délais et les coûts de transaction pour les citoyens et les entreprises.
le développement de l'économie numérique et de l'innovation technologique, avec un accent particulier sur la fintech, l'intelligence artificielle et les technologies de la blockchain, secteurs dans lesquels le Sénégal entend développer une expertise reconnue à l'échelle continentale. Et enfin, le positionnement du Sénégal comme un hub technologique et financier en Afrique, en capitalisant sur notre stabilité institutionnelle, notre connectivité et l'excellence de notre capital humain. Mesdames et messieurs, cette vision du Sénégal pour le développement du numérique est largement partagée par les autres pays de l'UEMOA, qui ont également mis en place des stratégies pour son développement à l'instar du Sénégal. C'est pour dire qu'à l'échelle communautaire, nos pays ont bien appréhendé les enjeux et entendent jouer pleinement leur rôle pour tirer profit des innovations numériques qui offrent des perspectives prometteuses, mais comportent des risques significatifs, exigeant une vigilance accrue de la part des autorités publiques et des institutions financières. Parmi ces risques figure notamment le développement de la finance de l'ombre ou shadow banking non régulé, la volatilité excessive des marchés des crypto-actifs, les risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les cyberattaques et les vulnérabilités opérationnelles, et enfin les menaces potentielles pour la souveraineté monétaire et la stabilité financière. Ces défis appellent une réponse collective et coordonnée, fondée sur la coopération régionale et internationale, l'échange d'informations et l'adaptation continue des cadres réglementaires. C'est précisément l'esprit du New Deal technologique que d'intégrer dès la conception des impératifs de sécurité, de résilience et de conformité aux standards internationaux dans notre démarche de développement numérique. Mesdames et messieurs, je me réjouis de constater que les banques centrales africaines, à l'instar de leurs consoeurs des autres régions du monde, ont pris la pleine mesure du rôle important que peuvent jouer les crypto-actifs et les innovations numériques dans l'accomplissement de leur mission fondamentale, notamment la stabilité monétaire et financière, base essentielle de tout développement économique. À cet effet, le Sénégal soutient activement la BCEAO pour entamer des réflexions sur l'élaboration d'un cadre réglementaire régional sur les crypto-actifs qui permettrait d'harmoniser les pratiques, de renforcer la supervision transfrontalière et de protéger les consommateurs tout en laissant l'espace nécessaire à l'émergence d'acteurs innovants de la finance africaine. Les réflexions qui seront menées au cours de cette conférence, en particulier celles relatives à des cadres réglementaires équilibrés, capables de concilier l'innovation avec la protection des consommateurs, la sécurité des transactions et la préservation de la confiance dans les institutions financières, devraient ainsi permettre d'identifier des solutions concrètes, adaptées aux réalités de nos économies et conformes aux meilleures pratiques internationales. Mesdames et messieurs, chers participants, au regard de la qualité des participants réunis dans cette salle, je suis convaincu que les conclusions de vos échanges contribueront à éclairer les décisions publiques, à renforcer la coopération entre institutions et à orienter l'action des autorités monétaires et financières au service de l'intérêt général. C'est sur cette note d'espoir et en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare officiellement ouverte la conférence internationale sur le thème crypto-actifs et innovation numérique, opportunités et défis pour la stabilité monétaire et financière. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Ministre, merci infiniment pour cette ouverture officielle donc, de notre conférence. Nous pouvons rentrer dans le vif du sujet et bien aussi retenir les éléments que vous avez apportés sur cette vision claire,
les technologies numériques et les crypto-actifs qui redéfinissent en profondeur le paysage financier, et le Sénégal entend s'y positionner pleinement, comme vous l'avez rappelé, en témoigne l'ambition du New Deal technologique avec cet horizon 2050. Vous avez su rappeler aussi cette modernisation, cette inclusion qui ne peut se faire sans vigilance sur la stabilité, la régulation, la cybersécurité et appeler justement une coopération régionale et internationale pour renforcer et bâtir ce système financier inclusif et résilient. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'appuyer ici et de saluer aussi vos confrères présents ici à cette réunion, j'ai envie de dire, de famille, puisque c'est dans cet esprit-là, et saluer le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le ministre Abderrahmane Sarr, que je vous invite à applaudir bien fort, si vous le permettez. Mais également Monsieur Mohamedou Seck, directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de la Communication, de la Télécommunication et du Numérique. Je vous demande d'applaudir également pour votre chaleureuse présence. Oui, mesdames et messieurs, vous nous honorez toutes et tous ici par vos réflexions, votre présence, vos partages d'expériences pour enrichir cette réflexion. À cette étape-ci, nous allons marquer une petite pause pour permettre à nos membres du gouvernement de pouvoir poursuivre leurs engagements devant leur agenda chargé. Et nous le comprenons, d'autres obligations officielles vous attendent. Merci infiniment de votre présence et par vos applaudissements, mesdames et messieurs, leur permettre de se retirer. Et monsieur le gouverneur qui va les accompagner dans ce départ. Et on poursuit les applaudissements jusqu'à ce qu'ils nous reviennent plus tard. Monsieur le gouverneur, nous vous attendons pour poursuivre le programme. On vous invite à rester ici présent. We start in a few minutes. We wait about the comeback for the governor, just right after the presence of the minister. And we receive here this introduction, but we have time. Just like to say a warm welcome to the governor. Madame Lisa Dikouk, we're going to restart in a few minutes. We just attend about the governor to come back on this room. Je propose de pouvoir découvrir ici en images ces éléments qui vont nous maintenir et les invités qui vont se suivre ici sur ce stage pour présenter leur keynote speaker et les panels.
Mesdames et messieurs, nous allons ici reprendre notre programme. Je remercie infiniment encore une fois Monsieur le Gouverneur qui a bien voulu reconduire nos officiels et nous retrouver ici dans cette salle. Nous rappelons encore une fois que cette conférence sera donnée dans plusieurs langues et nous vous invitons à demander ou à utiliser les casques d'écoute en rappelant que le canal 1 est utilisé pour l'anglais et le canal 2 pour le français. Nous avons le plaisir aussi de vivre cette conférence internationale ici même à Dakar, mais nous sommes retransmis sur le YouTube de la banque pour permettre à tout un chacun de pouvoir suivre en direct cette conférence. Donc nous saluons bien respectueusement toutes celles et ceux qui nous rejoignent et qui suivent ces échanges. À cette étape-ci, je vais pouvoir à nouveau demander à Monsieur le Gouverneur de m'épauler dans cet exercice. Nous allons travailler vraiment en symbiose, Monsieur le Gouverneur, pour pouvoir présenter celle qui va ici nous offrir la communication introductive. Elle est parmi vos précieux invités que vous avez souhaité avoir avec nous pour enrichir sur cette thématique. Alors, Monsieur le Gouverneur, si vous permettez, je vous invite à venir me retrouver sur scène pour la présentation de notre invité sur la conférence introductive. Donc, merci infiniment. Madame, Messieurs les gouverneurs, chers participants, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur et un grand privilège d'introduire Madame Lisa Cook, membre du Conseil de gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, fonction qu'elle exerce depuis mai 2022. Avant sa nomination à la Réserve fédérale des États-Unis, le gouverneur Cook a mené une carrière académique et institutionnelle d'une richesse et d'une distinction remarquables. Professeur d'économie et de relations internationales à Michigan State University, elle a également dirigé le programme d'été de l'American Economic Association de 2018 à 2021. Et elle a été chercheur associé au National Bureau of Economic Research et à Stanford University. Elle a, par ailleurs, enseigné à Harvard Kennedy School, où elle a également exercé les fonctions de directrice adjointe de la recherche sur l'Afrique. Le gouverneur Lisa Cook est auteur de nombreux articles consacrés notamment à l'innovation, au développement économique et aux transformations du système financier. Parmi ces publications figurent celles portant sur les politiques visant à élargir la participation au processus d'innovation, publié en 2020, ainsi que l'article sur le thème « Utiliser la technologie pour lutter contre la discrimination dans les prêts », le rôle des fintech dans le programme de protection des salaires, article qui a été publié en 2022. Le gouverneur Cook a également servi au plus haut niveau de l'administration américaine en qualité d'économiste principal au sein du Council of Economic Advisors, sous la présidence de M. Barack Obama, avant d'occuper les fonctions de conseillère principale en finance et développement au sein du département du Trésor des États-Unis. Titulaire d'une licence en philosophie du Spelman College, ainsi que d'une licence en sciences politiques et économiques de l'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne, le gouverneur Cook est également détentrice d'un doctorat en économie de l'Université de Californie à Berkeley. Preuve de son attachement au continent africain, le gouverneur Cook a effectué dans les années 90 un séjour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le parcours du gouverneur Cook témoigne donc d'un équilibre remarquable entre excellence académique,
engagement au service de la conception et de la mise en œuvre des politiques économiques, tant au plan national qu'international. Les analyses et réflexions du gouverneur Lisa Cook trouveront donc un écho particulier dans le cadre de cette conférence. Sa communication sur les actifs numériques et leur utilisation sur les marchés financiers constitue donc un point d'ancrage pour ouvrir nos travaux, en ce qu'elle met en lumière les transformations profondes que ces innovations incluent dans l'organisation, le fonctionnement et la régulation des marchés financiers. Madame le gouverneur Lisa Cook, nous vous remercions pour votre présence et nous vous invitons à présent à prendre la parole pour délivrer votre communication. How do I advance this slide? Oh, let me see. Okay, thank you. Okay, let me see. Nangadef. Bonjour. Je suis honoré pour votre invitation, gouverneur Bou et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. I am happy to have the opportunity to return to and to speak in Dakar. Not far from here, I began my unexpected journey into the economics profession. As a graduate student at l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, I came to study philosophy and to write a thesis in African philosophy. However, I immediately started posing questions that became foundational in my conversion to economics, which would help provide the framework and skills to respond to these questions. Among them were the following. Why did a ballpoint pen that cost 10 cents in that time in the United States cost the equivalent of $10 in Senegal? Why were some countries rich and some poor? Is there ultimately convergence among economies and one path to economic development and higher standards of living? Questions like these ignited my interest in understanding how the economy and monetary policy affect people's lives. I have been lucky enough to return to Africa many times. That included working in Rwanda and East Africa in the late 1990s and early 2000s, where M-Pesa, a mobile phone-based money transfer service, and other innovations piqued my interest in technologies that facilitate faster movement of capital and payments. I feel very fortunate to return to Dakar today after many years and to engage with an issue that is having a notable effect on the global financial system. Tokenization in financial markets. Tokenization could specifically offer compelling benefits in West Africa and other emerging economies, including potentially faster cross-border payments and better access to capital markets. More broadly, tokenization could facilitate improvements upon frictions in financial markets today, with purported benefits ranging from improvements in settlement times as well as enhanced record-keeping and automation to new ways of using traditional assets.
This potential warrants careful consideration of the innovation's opportunities and challenges, particularly from a central bank perspective. If you will indulge me, 3 dimensions of tokenization will be my focus today. 1, the opportunities tokenization could provide. 2, financial stability considerations and potential challenges should the innovation scale. And 3, the Fed's role with respect to tokenization and digital assets more broadly. Before diving in, I want to highlight 2 grounding principles. First, I support and encourage financial innovation. Second, I carefully monitor the financial stability implications that accompany all innovation. It is my responsibility as a monetary policymaker to know and weigh these opportunities and risks. This responsibility applies to my role at the Federal Reserve, where I serve as the chair of the board's Committee on Financial Stability, and in my roles with the Financial Stability Board, or FSB. I am both co-chair of the FSB's Regional Consultative Group for the Americas and a participant on the Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities. These roles allow me to apply a financial stability lens to issues that could affect the financial system at a global level. To start, allow me to define tokenization for our purposes today. The term tokenization is broad and takes on different meanings in different contexts. In the broadest sense, tokenization refers to the concept of representing any number of items digitally. The concept has been applied to fine art, music royalties, and even soccer, or for you all, football, cleats. In the context of financial market innovation, tokenization is generally thought of as the process of generating and recording a digital representation, a token, of an asset on a new platform or technology, such as distributed ledger technology, or DLT. Blockchain is a common form of DLT in which details of transactions are recorded in blocks of information. Generally, an asset is considered tokenized when a DLT is used to record ownership of that asset. Transactions involving tokens are then constructed using smart contracts or computer code that can execute performed, predefined actions once certain conditions are met, among other capabilities. Many of the potential benefits of tokenization flow from this automated and programmable functionality. This relatively new innovation is already showing promise, potentially deepening connections between innovative technologies and traditional financial systems. Financial markets may be primed to adopt this technology for 2 reasons. First, they benefit from established liquidity, infrastructure, and regulatory frameworks that can be leveraged. Second, they contain siloed systems and processes that involve multiple intermediaries and manual steps that are in many cases amenable to enhancements from the automation and programmability offered by tokenization. It is this intersection between large existing markets, such as bonds, money market funds, MMF shares, and repurchase agreements, or repos, and opportunities for new functionality or efficiencies in areas such as collateral and liquidity management that could drive the adoption of tokenization in financial markets. We already observe increased interest and investment in tokenization in financial markets, with tokenized assets in the U.S. more than doubling their market capitalization in the last year to around $25 billion. Let's take a closer look at some of the trends over time. Figure 1 shows growth over the past 5 years, separating financial assets in dark blue
from non-financial assets in light blue. This growth is being driven in part by the entrance of large financial institutions into the market, often in collaboration with emerging fintech firms with expertise in blockchain technology. Figure 2 takes a closer look at the recent growth in tokenized financial assets. The largest category is government bond funds in dark blue. Meanwhile, credit funds in light blue and MMFs in beige are growing quickly. While still small relative to the size of asset classes being tokenized, this growth represents increasing interest in leveraging this technology for facilitating wholesale transactions, earning on-chain interest income, and enabling broader cross-border ownership. With this context in mind, I would like to briefly walk through a framework for thinking about different forms of tokenization. I think of innovation in tokenization along two dimensions. One, the infrastructure or rails that assets are transferred on, and two, the assets themselves. In terms of infrastructure, tokenization involves new platforms and arrangements utilizing DLT, including blockchains, that can provide new features and functionality for financial market transactions. Those features include programmability through smart contracts or executing transactions when certain predefined conditions are met, and composability, or creating products that combine features and functions in new ways. For example, smart contracts can enable multiple legs of a transaction to be combined and executed automatically. For example, the settlement of two linked foreign exchange transactions. Such features could support the construction of complex trades and enable the execution of financial transactions in more flexible and efficient ways. In terms of the assets themselves, I see them as taking two primary forms. One is directly issued assets. In this case, assets are issued and custodied directly on DLT without an underlying conventional reference asset. Therefore, the actual issuance and transfer of ownership occur entirely on blockchain rails. Financial instruments issued solely on DLT could include a variety of claims on the issuer, such as bonds or other debt instruments, although such products are currently rare. The other form is representations of assets that were originally issued via conventional means. In this form, the reference assets are locked and remain in the existing legacy markets and clearing systems, but ownership is represented via tokens on a blockchain. This type of tokenization could allow a token holder to have a legally enforceable ownership claim over the token's reference asset, such as government bonds, corporate equity, MMFs, or a non-financial asset like a barrel of oil or a warehouse. The remainder of my remarks will focus on this form of tokenization. As you can see, the possibilities for new kinds of financial arrangements with tokenization are very broad, and this type of framework helps assess potential opportunities and challenges presented by the technology. Having established that this is a fast-growing field filled with notable recent innovations, allow me to take a deeper dive into potential opportunities related to tokenization in financial markets. I can understand why financial firms are exploring this technology, as it demonstrates the potential to enhance transparency, improve efficiency through automation, and offer settlement flexibility in financial market transactions. Many of these benefits are illustrated through improvements to collateral mobility and liquidity management processes, which I view as the major case for financial institutions. More broadly, tokenization could also increase competition and expand market access to different assets.
Let me expand on each of these opportunities. First, tokenization could improve existing collateral and liquidity management processes in several meaningful ways. Current operational workflows for collateral and repo markets can include manual and fragmented processes that require reconciling data pools across disparate legacy systems. This can lead to delays, errors, and additional costs. Tokenization could allow record-keeping to be streamlined through solutions that allow parties to share a single transparent source for tracking transactions and managing associated collateral. In addition, smart contracts can automate complex activities that currently require manual intervention, such as margin calls and collateral substitutions, increasing operational efficiency. Moreover, using tokenized funds to meet margin requirements can simplify investors' cash management and dampen redemption pressure, thus mitigating possible stress events in funding markets and improving financial stability. Perhaps most significantly, tokenization and programmable contractual terms enable new types of transactions to occur intraday for capital and liquidity management. For example, tokenized MMFs enable frequent intraday investment and redemption, enhancing returns on idle cash. In addition, programmable contracts enable tokenized repo transactions to occur intraday, providing more timely access to liquidity than current overnight processes. This has recently become a significant institutional use case. Another aspect is a technology's versatility, which allows it to support complex multi-currency and multi-asset transactions. Tokenization could facilitate settlement across multi-leg transactions and reduce the time gap between trading and settlement, which under current practices often takes additional business day to settle post-trade and relies on traditional operation hours. In addition, programmability allows tokens to function across trading, lending, and collateral applications, increasing flexibility in how assets can be used. For example, a repo combined with a foreign exchange transaction would seem highly relevant for countries within the BCIO and for neighboring countries or those trading with BCIO countries. Since repos represent a major source of funding and liquidity management for large financial institutions, even marginal efficiency gains could translate into significant cost savings for market participants. In terms of broader market dynamics, tokenization can foster competition and new forms of market collaboration. Tokenization can potentially lower operational barriers to entry for emerging financial services firms to compete with traditional institutions. We are seeing this actively already in the market, with existing institutions, including major exchanges, partnering with these new firms to enable more efficient development of new products and services. Finally, tokenization could expand market access in a way that is beneficial to both individuals and institutions. One of the benefits of the technology is the ability to use assets in new or more flexible ways. Programmable fractional ownership, for instance, could allow for more flexible and expanded opportunities for investors by enabling small denomination exposure with more flexible and automated transfer of ownership. The capabilities related to fractional ownership may be especially attractive in developing economies, including those in West Africa, where savers and investors may have fewer resources to invest, but where a need exists to bolster capital markets as a complement to the social safety net. Of course, I will simultaneously advocate for appropriate investor protections. To be clear, I do not see tokenization as replacing traditional market infrastructure. And it is important to acknowledge that certain barriers are in place in existing systems for policy or prudent risk management purposes. Rather,
The integration of these emerging capabilities with traditional infrastructures and established legal frameworks offers the opportunity to improve the efficiency and function of the entire financial system. While I am optimistic about the possibilities, I am also cognizant of the financial stability considerations that must be monitored should tokenization scale. At its core, tokenization in financial markets requires the management of the same types of risks we have in markets today. However, it is important to consider how risk dynamics could change or manifest in new or different ways with this technology. From my perspective as a policymaker, understanding these dynamics will both support financial stability and enable innovations to scale safely. I am monitoring closely a broad range of potential vulnerabilities, but I want to highlight two considerations most relevant to developments in financial markets: liquidity implications and interconnectedness. First, consider liquidity transformation in the financial system. Some tokenized assets can be redeemed on demand and at par with the issuer, who typically invest in a pool of less liquid assets, thereby introducing run risk. Tokenization might change the incentives of investors to redeem their assets with the issuer, which in turn can entail benefits for or risks to financial stability. The ability to use tokenized assets instead of cash to pay for transactions or meet margin calls might reduce the need to redeem them to obtain liquidity and consequently alleviate the need for the issuer to sell assets to meet redemptions. Another potential benefit is the ability to source liquidity if secondary markets for tokenized assets develop, which might be especially valuable for institutions that perform maturity transformation. On the risk side, tokenization enhances the issuer's exposure to shocks in secondary markets that could be unrelated to the underlying reserve assets or solvency concerns about the issuer. Related to liquidity considerations, the 24/7 nature of trading and settlement on public blockchains may facilitate market participants gaining access to intraday liquidity sources, which can be especially valuable in times of stress, as those participants may need to post collateral with counterparties outside of the trading day or with central bank liquidity facilities. With respect to risks, around-the-clock trading and settlement may speed up a run on the issuer if disruptions in the market for tokens outside normal business hours escalate. Second, consider the nexus between tokenized assets and traditional markets. The use of tokenized assets as collateral, as an instrument to access liquidity, and as a reserve asset expands the channels of shock transmission within the digital asset ecosystem and to the traditional financial system. Likewise, interconnections between issuers of tokenized assets and other entities in the form of cross-holdings of their liabilities might create problems in the event that an issuer liquidates assets that are liabilities of another issuer. As a related matter, because the reserve assets of some issuers are held in the traditional financial sector, the digital asset ecosystem might amplify shocks at the same time they are transmitted to the traditional financial system. As a benefit, firms may take advantage of the convenience associated with tokenized assets to obtain funding through markets for digital assets, possibly enhancing their ability to diversify their sources of funding or to collateralize their loans in the traditional financial market by appealing to a broader investor base. As I previously mentioned, tokenization could also allow for new varieties of complex interrelated transactions as conventional assets are used in new ways. However, tokenizing conventionally issued assets still fundamentally relies on connections to and communication with existing financial infrastructure, which may
not operate every hour of the day. Similarly, opaque or illiquid assets create a potential disconnect between token liquidity and underlying asset liquidity. These interconnections could introduce additional complexity and dependencies in the financial system. And as with any new technology, one must consider operational fragilities and security concerns. As processes become more automated, such as with smart contracts, humans are less able to correct for bugs or respond to outside threats. In addition, relatively new products and systems tend to be targeted by malicious actors, looking for exploitable vulnerabilities, and cyber attacks are relatively common in the DeFi ecosystem. I highlight these considerations because fully assessing and understanding trade-offs between opportunities and risks is how we enable innovations to scale safely and sustainably. Ultimately, the Fed's efforts to maintain financial stability are a service to the American people, and I know my global peers take a similar view. As a Fed policymaker, I see my role as supporting responsible innovation while being clear-minded about the opportunities and challenges innovations, including tokenization, present to the global financial system. As many in this room know, the Fed is engaging with other organizations and global peers to both monitor and support responsible innovation. This work reflects the interconnectedness of the global financial system and includes collaboration with multilateral institutions such as the Bank for International Settlements and the FSB, bilateral agreements with peer central banks, and ongoing dialogue with the industry to monitor, analyze, and better understand these developments. And within the Federal Reserve Board, we are researching and experimenting to fully understand tokenization and its implications. To conclude, I applaud and encourage innovation in the financial system. Tokenization in financial markets is growing rapidly, which warrants a closer understanding of its potential. While I do not see tokenization as substituting for traditional market infrastructure, the technology presents a tremendous opportunity for innovation in the sector. I see that from my seat in Washington and understand how those opportunities could be as great or greater here in West Africa. At the same time, I am mindful of financial stability considerations. At the Fed, we vigilantly monitor an ever-shifting landscape of vulnerabilities, and I know my peers around the globe are doing the same. With fast-moving innovations, it is imperative that we take the time to understand them. Events like these energize learning and making those critical discussions possible. Again, I am honored to be asked to speak here today. It is beyond humbling to return to Dakar as a Federal Reserve governor, because this is the very place that catalyzed the career journey that led me to this role. Thank you once again, Jerry Jeff. Members of to the Board of Governors of U.S. Federal Reserve System for this insightful introductory presentation. And it's a great honor for the International Conference and also for the bank to welcome you back to Dakar for your remark highlighted how tokenization can drive innovation, efficiency, and financial inclusion.
we can allow to have one or two questions for the audience if you'd like to emphasize or have more information. It's up to you to answer. So, nous avons peut-être la possibilité d'avoir une ou deux questions ici pour pouvoir enrichir la présentation qui a été faite. On est bon? Très bien, parfait. Nous allons poursuivre alors, Monsieur le Gouverneur, si vous permettez, ici, pour pouvoir maintenir notre timing et ouvrir notre chapitre sur ce premier panel qui va être proposé ici sur l'innovation numérique et la transformation du paysage financier mondial. Nous allons ouvrir ce panel avec deux keynote speakers qui viendront les uns après les autres en une petite dizaine de minutes présenter leur keynote. Et en premier lieu, il s'agit de Michel Rumi, docteur en sciences économiques et enseignant-chercheur à Paris Sciences Po et Paris Dauphine, qui va partager avec nous son analyse sur la thématique. Il est un économiste reconnu pour la rigueur de ses analyses et la pertinence de ses éclairages sur la transformation de l'économie mondiale. Après une carrière de senior économiste au sein d'une grande institution financière française, il s'est orienté vers le Conseil international, accompagnant des acteurs publics et privés, acteur de nombreux ouvrages d'ailleurs aussi et articles économiques et financiers. Il enseigne dans des établissements de référence, Sciences Po Paris, ESCP Business School, l'Université Paris-Dauphine et bien d'autres. Régulièrement invité sur les plateaux de télévision, nous sommes heureux de l'avoir ici à titre de keynote speaker pour une petite dizaine de minutes. Je vous invite à l'applaudir bien chaleureusement, Monsieur Michel Rumi. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les gouverneurs, distingués aux autorités, chers experts, permettez-moi en préambule d'exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'est fait de prendre la parole devant vous dans un moment où la finance connaît des transformations aussi rapides que profondes. Je tiens à adresser aux autorités sénégalaises et à la BCEAO mes remerciements pour leur accueil et pour leur engagement constant en faveur du dialogue économique et la coopération régionale. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière de l'histoire monétaire et financière. En effet, nous n'assistons pas aujourd'hui à une simple évolution technologique, mais à une transformation profonde de la nature même de la monnaie. Historiquement, la monnaie repose sur la confiance dans une autorité centrale. Aujourd'hui, cette confiance est en train de se déplacer vers la technologie. D'un côté, nous avons des crypto-actifs privés qui émergent hors du système bancaire traditionnel et qui sont portés par des logiques d'innovation. De l'autre, nous avons des banques centrales qui développent leur propre monnaie digitale pour notamment préserver leur rôle. Ce qui est en jeu ici dépasse largement la technique. Il s'agit de souveraineté monétaire, de gouvernance et de contrôle des flux financiers. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut replacer ces évolutions dans un contexte plus large, celui d'une recomposition de la finance mondiale. Depuis la crise sanitaire, on observe un véritable changement de régime. Ce que nous vivons n'est pas une modernisation progressive, mais une rupture. Trois caractéristiques structurent cette nouvelle finance: l'instantanéité des transactions, la désintermédiation et la programmabilité des échanges de valeurs via le code. Concrètement, ceci signifie que les transactions ne nécessitent plus forcément d'intermédiaires humains ou institutionnels. Elles peuvent être exécutées automatiquement par des systèmes informatiques et la finance devient donc une infrastructure technologique presque invisible. Mais le basculement le plus profond et le plus radical est ailleurs. C'est le temps.
Avec les paiements instantanés, l'argent ne circule plus. Il s'actualise en continu. On passe ainsi d'une économie de délai à une économie de l'instant. Et quand l'argent devient instantané, eh bien la patience devient un risque financier. Cette transformation globale s'est d'abord opérée à travers une étape intermédiaire, la digitalisation, qui a progressivement conduit à une reprogrammation complète du système financier. Au départ, les banques ont simplement numérisé leurs services existants, mais cette digitalisation a ouvert la porte à des acteurs plus agiles, les fintech. Ces entreprises redéfinissent les règles du jeu. Elles ont fragmenté le modèle de la banque universelle de telle manière qu'aujourd'hui, chaque fonction bancaire est devenue un marché autonome. Ce phénomène a deux conséquences majeures: une spécialisation accrue des acteurs et une intensification de la concurrence. On passe de ce fait d'un modèle intégré à un écosystème modulaire. L'essor des fintech est une étape intermédiaire entre la banque traditionnelle et la finance programmable. En effet, elles ont préparé le terrain en habituant les utilisateurs de la finance digitale instantanée, ce qui rend aujourd'hui beaucoup plus naturel l'adoption de solutions basées sur les crypto-actifs, la tokenisation et demain les monnaies digitales de banque centrale. La croissance du marché confirme que cette transformation est structurelle et la croissance attendue est de l'ordre de 16 à 18%, soit 3 fois plus que la finance traditionnelle. Si l'on regarde les crypto-actifs, ils ont été associés dans leurs premières années à la spéculation. Mais cette vision est désormais réductrice. Les blockchains ne servent plus seulement à échanger des crypto-actifs volatiles, mais à représenter des actifs réels sous forme de jetons programmables et à les intégrer dans des protocoles de finance décentralisés. Ces actifs constituent des briques d'infrastructures permettant de construire de nouveaux systèmes financiers dans la mesure où ils introduisent la possibilité d'échanges programmables, automatisés et sans intermédiaire. On passe ainsi d'une finance basée sur des titres juridiques à une finance où l'actif devient un code exécutable dans un protocole, c'est-à-dire on passe d'une logique de placement à une logique d'architecture. Cette évolution trouve son aboutissement dans un concept clé, la tokenisation. Dans la reconfiguration de la finance, la tokenisation est probablement la rupture la plus structurelle. Tout actif financier au réel qui incorpore des droits et des règles d'exécution peut être représenté par un jeton ou une infrastructure distribuée. Cela permet de fractionner la propriété, d'assurer une traçabilité parfaite et d'automatiser les transactions. Entre 2022 et 2025, la valeur des actifs réels tokenisés est passée de quelques milliards à plusieurs dizaines de milliards de dollars, signe que ce n'est pas une simple expérimentation. Mais au-delà des montants, c'est la nature même de la propriété qui se transforme. La propriété n'est plus juridique, elle devient algorithmique, et c'est une mutation profonde. Cependant, cette transformation soulève une question essentielle. Peut-on réellement faire fonctionner une finance sans intermédiaire? À ce titre, la finance décentralisée propose un modèle radical, un système dans lequel les règles sont inscrites dans le code et dans lequel les transactions s'exécutent sans intervention humaine. Ceci offre une efficacité et une transparence accrues, mais cela introduit aussi de nouveaux risques tels que les bugs dans le code, les failles de sécurité, les fraudes massives. La confiance n'a pas disparu. La confiance a été déplacée vers le code, ce qui ne supprime pas le risque, mais le reconfigure. Mais en déplaçant la confiance de l'institution vers le protocole, la finance décentralisée soulève des questions cruciales, comme qui écrit le code, qui l'audite,
Qui assume les conséquences lorsqu'il se révèle défaillant? Face à la montée en puissance des crypto-actifs et à la domination potentielle des grandes plateformes technologiques privées dans les paiements, les banques centrales développent leur propre monnaie numérique afin d'adapter la monnaie publique à l'ère numérique. Si ces monnaies digitales de banque centrale permettent de maintenir un ancrage traditionnel dans un environnement de plus en plus dominé par des acteurs privés, elles offrent pour les banques centrales de nouveaux leviers de politique monétaire et en permettant d'avoir une vision plus fine et plus réactive de ces flux. En définitive, la monnaie digitale de banque centrale est à la fois un outil de modernisation des infrastructures et un instrument stratégique de souveraineté monétaire face aux monnaies privées. C'est-à-dire que les monnaies publiques et les cryptoactifs ne répondent pas à la même logique. En effet, les monnaies digitales de banque centrale et les cryptoactifs ont deux modèles monétaires en tension. D'un côté, les cryptoactifs privés suivent une logique de marché. De l'autre, les monnaies digitales de banque centrale suivent au contraire une logique de stabilité. Cette opposition crée une tension permanente et structurante entre innovation et sécurité, car le véritable enjeu est d'éviter deux extrêmes. Celui d'une dérégulation totale conduisant à des crises de confiance et à une fragmentation du système monétaire, et celui d'un surcontrôle qui étoufferait l'innovation et qui la pousserait à se déplacer vers les juridictions moins encadrées. Dans ce nouvel environnement, les banques traditionnelles ne disparaissent pas. Leur rôle se transforme. La banque du XXIe siècle ne prête plus seulement de l'argent. Elle devient orchestrateur de flux connectant différentes infrastructures. Cependant, cette transformation accroît leur dépendance aux technologies et aux plateformes. Le système devient certes plus rapide, plus efficace, mais aussi plus exposé aux chocs technologiques et aux cyber-risques. Dans ce contexte, l'efficacité systémique devient un nouveau visage du risque systémique que les superviseurs doivent apprendre à cartographier et à piloter. Ainsi, face à cette transformation, la régulation se trouve devant un dilemme. Réguler l'innovation sans l'étouffer. En Europe, le cadre MiCA, Market in Crypto Assets, cherche à encadrer les cryptoactifs sans freiner l'innovation. Mais la régulation ne se limite pas à des règles juridiques. Elle concerne aussi le contrôle des infrastructures numériques. L'enjeu dépasse la simple protection du consommateur, car celui qui contrôle les rails numériques de la finance contrôle à terme une part essentielle de la souveraineté monétaire et financière. Cela nous amène à la question centrale de cette présentation. Mesdames et messieurs, la transformation est en cours, est irréversible. 3 trajectoires se dessinent. Un premier scénario serait celui d'une finance globale, programmable, dominée par des protocoles. Le second serait d'une fragmentation du système monétaire international avec un risque de balkanisation financière. Le troisième serait celui d'une hybridation régulée entre acteurs privés et publics. Dans tous les cas, la question clé n'est plus de savoir si cette transformation aura lieu, mais qui en définira les règles? Qui gouvernera la finance programmable? Les États, les banques centrales, les grandes plateformes privées ou une combinaison sous forme de gouvernance partagée? Et quelles seront les règles collectives? C'est là que se jouera le XXIe siècle financier, car c'est une question de gouvernance, de l'innovation, donc de pouvoir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Rumi, pour cette présentation qui nous pose les bases assez pragmatiques, j'ai envie de dire, et claires. Je tenais aussi à vous applaudir pour le timing vraiment que vous avez pu apporter dans cette présentation. Et je pense que nous aurons l'occasion de pouvoir se rapprocher auprès de vous pour enrichir. Mais ça nous donne déjà un fort contexte sur ce qui va suivre. Poursuivons ici avec un deuxième keynote speaker, toujours dans ce premier panel qui va s'ouvrir dans quelques instants. Cette fois-ci, après avoir été aux États-Unis, puis la France, nous arrivons au Canada, avec ce keynote speaker qui est président et cofondateur de Bradley & Rawlings,
expert en cybersécurité et chercheur associé à la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Celui que l'on va recevoir ici totalise plus de 20 années d'expérience en cybersécurité, couvrant notamment la modélisation des menaces, la surveillance de la cybercriminalité, ainsi que la gouvernance de la sécurité des organisations. Pionnier dans l'adoption de technologies de sécurité de nouvelle génération, il est le premier professionnel au Canada à avoir obtenu la certification post-quantique QNU, attestant de son expertise dans les technologies de chiffrement résistantes aux ordinateurs quantiques. En 2025, il a également été finaliste dans la catégorie Innovation au GISEC Global, l'un des principaux événements mondiaux en cybersécurité et en reconnaissance du caractère innovant de ces solutions développées par Bradley & Rollins. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir M. Bertrand Millot pour sa présentation. Mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les dirigeants de banques centrales et du secteur financier, chers collègues, c'est un honneur d'être ici à Dakar et j'exprime toute ma gratitude à la BCEAO pour cette formidable organisation. Permettez-moi de commencer par une affirmation qui peut surprendre dans cette enceinte. La blockchain n'est pas une histoire de monnaie, c'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance et c'est précisément pour cela que cela vous concerne. Et nous sommes les gardiens institutionnels de cette confiance. L'innovation comme architecture de confiance, pendant longtemps, on a parlé d'innovation financière comme on parle d'un nouveau produit, un nouveau service de paiement, une nouvelle carte, une nouvelle app. Aujourd'hui, innover, c'est choisir une architecture. L'innovation, c'est ce que voit le client final. L'infrastructure, c'est ce qu'il apporte techniquement. La confiance, c'est ce qui la rend acceptable. Et la stabilité, c'est ce que vous, Banque centrale, devez garantir. Ces 4 piliers ne sont plus indépendants. Si l'un cède, les autres s'effondrent. La finance programmable est là. Mais elle n'a de valeur que si elle est résiliente. Avant d'aller dans la technique, regardons où nous sommes, ici, dans l'UEMOA. Je veux insister sur ces chiffres parce qu'ils changent la nature du débat. 248 millions de comptes de monnaie électronique en 2024, ce n'est plus une expérimentation, c'est une infrastructure de masse. 1,59 million de points de service, c'est une présence physique que beaucoup de pays envient. 2017, c'est une assemblée. Et c'est une assemblée qui a, jusqu'à maintenant, généré une interopérabilité régionale et un chantier clé depuis près d'une décennie. Il faut encore la renforcer, il faut encore la préciser. La question, évidemment, n'est plus « faut-il y aller », comme Michel l'a dit, mais elle est « comment gouvernons-nous cette transformation déjà en cours ?» Permettez-moi de vous donner quelques informations sur ce qu'est vraiment une blockchain. Il faut démystifier ce que c'est que la blockchain, car à la base, ça n'est pas un système monétaire. Ça n'est pas du tout un système monétaire. Beaucoup de discours sur la blockchain mélangent tout. La technologie, le bitcoin, la spéculation, les NFT. La blockchain, c'est une machine. C'est une machine à rendre le passé coûteux à falsifier. Ça n'est pas un serveur central, c'est plusieurs copies synchronisées, personne ne peut décider seul de réécrire l'histoire. On ne valide pas une transaction isolée, on valide
un lot collectivement. Chaque bloc porte l'empreinte du précédent, comme un sceau qui signe le bloc d'avant. Et c'est là le génie. Modifier un bloc passé, c'est invalider tous les suivants. La falsification devient mathématiquement détectable. Voilà pourquoi je dis que ce n'est d'abord pas une monnaie. C'est un protocole de coordination, de la mémoire collective entre acteurs qui ne se font pas confiance à la base. Au cœur de cette mécanique, il y a une idée littéralement magnifique. L'idée magnifique, c'est le Merkle Tree. C'est l'une des plus belles idées de l'informatique moderne. Et je pèse mes mots. Imaginez 8 transactions, vous les hachez 2 à 2, puis vous hachez les résultats 2 à 2 encore. Vous arrivez à une seule empreinte, le Merkle Root. Si un seul bit change dans n'importe quelle transaction, la racine change. C'est une machine de compression de l'intégrité. Et voici ce que je trouve fascinant. Cette même logique de hachage qu'on utilise dans la blockchain depuis 2008 réapparaît aujourd'hui dans les signatures post-quantiques, ce qu'on appelle le Merkle Signature Scheme. Autrement dit, l'outil qu'on utilisait pour valider la Bitcoin va devenir l'un des piliers de la cryptographie résistante au quantique. C'est une convergence conceptuelle profonde. Maintenant, comment se met-on d'accord? Plusieurs milliers d'acteurs, dizaines de milliers, centaines de milliers? Eh bien, on va se mettre d'accord sur l'ordre des transactions. Satoshi Nakamoto a apporté en 2008 une réponse brillante, lier la sécurité à un coût économique réel. Les 4 piliers, le proof of work, résoudre un problème dur volontairement, le nonce et la difficulté qui s'auto-ajuste, le coût de l'attaque. Réécrire le passé exige plus de puissance que tout l'écosystème de transactions légitimes réunis. Et la sécurité économique, ça n'est pas un principe juridique, mais un principe de mathématiques financières. La blockchain se sécurise elle-même parce que attaquer le passé devient économiquement plus cher que respecter les règles en elles-mêmes. C'est un changement de paradigme. La sécurité n'est plus garantie par un tribunal, elle est garantie par l'économie elle-même. C'est une grande maxime, c'est un vœu pieux. Est-ce que c'est techniquement faisable et résilient dans le futur? Pas sûr. En 17 ans, nous sommes passés d'un objet radicalement complexe d'architecture à un écosystème total. 2009, le Bitcoin, la rareté numérique est inventée. 2015, Ethereum, la blockchain devient programmable. 2019, Stablecoins, DeFi, de nouveaux intermédiaires apparaissent. 2023, la tokenisation. La finance traditionnelle entre dans le registre. 2025, 91% des banques centrales explorent le concept. On y est. Le centre de gravité s'est déplacé, de la spéculation vers l'usage, l'infrastructure et la programmabilité. « 2510 milliards de dollars de capitalisation crypto-mondiale. Ce n'est plus une niche, c'est une infrastructure. 312 milliards de stablecoins. Le segment le plus systémique, celui qui touche directement la monnaie. 205 milliards de dollars reçus en on-chain en Afrique subsaharienne, plus 52% sur un an. Ça n'est pas une région qui observe, elle agit. Je dois maintenant vous parler du côté sombre. Il y a 2 erreurs à éviter. Croire qu'une crypto, c'est un crime
et croire qu'une crypto, c'est neutre. La vérité est bien plus exigeante que ça. Les chiffres de 2025, on parle de 154 milliards de dollars reçus par des adresses illicites, dont 84% en stablecoins. 820 milliards en paiement de le jour où un ordinateur quantique cassera le RSA et la cryptographie à courbe elliptique. Mais voici le piège. Les données chiffrées aujourd'hui peuvent être collectées maintenant pour être déchiffrées dans 10 ans. Les données bancaires, les données de santé évidemment, pour des données à longue durée de sensibilité, l'identité, les contrats et l'attaque a déjà commencé et on parle de la période de 2020 pendant le Covid. Alors qu'est-ce que cela signifie pour une banque centrale? Eh bien, la régulation proportionnée, stable, coordonnée régionalement, la résilience, le FMI le dit clairement, le CBDC élargit la surface d'attaque, la cyber-résilience est non négociable, intégrité, sinon on perd le contrôle de la chaîne. Les données, évidemment, la souveraineté, le paiement, ce sont les trois faces d'un même enjeu et il ne faut jamais les séparer à partir de maintenant. On ne peut pas répondre seul, il faut une collaboration mondiale. Je vais terminer sur 5 idées à emporter. La blockchain est d'abord une architecture de confiance, pas une monnaie, pas une spéculation. C'est un protocole. Le Merkle Tree est une machine de compression de confiance et un pont vers le post-quantique. Les crypto-actifs sont une réalité macro-infrastructurelle. La cybercriminalité et l'innovation avancent ensemble, malheureusement. La transparence on-chain est à la fois un problème et une solution. Le post-quantique oblige à décider avant l'urgence. Les standards existent, le temps de l'action, c'est maintenant. La finance numérique de demain ne sera ni purement technologique, ni purement réglementaire. Elle sera architecturée et les institutions qui gagneront seront celles qui auront articulé l'innovation, la cybersécurité et la confiance publique autour de la souveraineté numérique. Dans un même cadre cohérent, c'est notre rôle, c'est votre rôle et c'est votre moment. Merci. Merci infiniment, Monsieur Bertrand Millot, pour cette approche et aussi cette invitation à agir maintenant avec cette évolution que vous nous avez présentée, qui nous a permis de pouvoir pointer les différents temps forts de cette évolution, de cette économie numérique. Effectivement, vous avez mis en exergue les enjeux liés aux innovations numériques et leur impact, surtout sur la transformation du paysage financier mondial. Vous avez su aussi vous mettre à la place des banques pour pouvoir se positionner et savoir qu'effectivement, tous ces mouvements avancent en même temps. Et il faut pouvoir le faire en bonne collaboration. Nous avons bien compris à travers ces deux keynotes le décor et l'enjeu qui s'impose dans ce premier panel qui va s'ouvrir maintenant avec 3 panélistes que je vais inviter à venir me retrouver ici. En premier lieu, j'inviterai le docteur en sciences économiques, directeur général de la Securities and Exchange Commission du Nigeria, Monsieur Emomo Timi Agama, à venir me retrouver sur scène et je vous invite à l'applaudir bien chaleureusement. À sa suite, nous aurons le plaisir de recevoir ici Monsieur Karel de Jagger, qui est fondateur et PDG de Sixpence, une société spécialisée dans l'analyse de la blockchain, leader d'opinion dans le secteur sud-africain de la blockchain. Merci infiniment. Nous aurons également le docteur en sciences économiques et responsable du suivi macro-financier au sein du département finance globale, practice de la Banque mondiale, M. Eric Feyen. With a round of applause que nous allons accueillir ici avec des applaudissements qui vont constituer les 3 panélistes. Et pour pouvoir modérer ici cet échange, c'est un plaisir de pouvoir accueillir une autre personne qui nous vient du Canada, qui va nous retrouver ici. Il est associé service conseil en réglementation et en gestion des risques à KPMG Canada, qui va modérer M. Abdoulaye Diallo. Sous vos applaudissements,
Nous leur donnons une... Voilà, merci Issa Sall, merci infiniment. Vous avez effectivement leur nom et leur fonction pour pouvoir permettre aux médias de pouvoir les identifier. Vous avez une trentaine de minutes, monsieur le modérateur. Nous serons présents pour vous accompagner au besoin. The floor is yours. Bon panel à vous. Avec vous hier aujourd'hui, donc et surtout dans la terre de mes ancêtres aussi, et au Sénégal. Donc je suis très content. Merci beaucoup au gouverneur et puis au Sénégal et puis à toute la délégation de la BCAO. Yeah, I'm so happy to be here with you today. First of all, regarding the different keynote they developed during this meeting, that I'm going to ask you some question, and I'm going to start with Mr. Feyen. For that, in this context marked by rapid expansion of digital financial services in Africa, particularly through mobile money and instant payment technological innovation, a major lever for financial inclusion. Based in your experience, which digital innovation will the greatest potential to sustainably improve access to financial services and enhance the efficiency of financial system in Africa? Can you hear me? Okay. Thank you so much. It's a great pleasure to be here, and thanks to the BCAO for organizing an excellent conference, which is very timely. Taking one step back, we heard a lot of discussion around... Okay, thank you. I'm audible? Okay. We heard a lot about big innovations and big visions. What I wanted to tell you is also what we have already achieved on the ground with digital payments. 62% of adults in low and middle income countries have already made and received a digital payment. And this has gone up by 27 percentage points since 2014. And mobile money has been the cheapest remittances channel. So remittances are notoriously expensive, but for mobile money, it's about 4% for a transaction of $200. This is a major, major achievement. But there are also many big gaps, including in this region, when it comes to the digitalization of payments. So let me talk about 4 major developments that I see already having impact on the ground. First is fast payments. Fast payment systems, 24/7, 365 payments, are already implemented in 100 countries or so, and in 20 countries it's underway. And this is a major, major achievement, because we already see, when coming to remittances, receivers that operate on a fast payment system see costs of remittances lower by about 2 percentage points. Interoperability is a challenge, and particularly interoperability across borders. And this is very important to... Yep. So getting interoperability going really makes it possible to harness the network effects that are embedded in payment systems. So fast payments is one big topic. Second is open finance. Having a digital trail of payments can be leveraged in an open finance setting as digital collateral, information collateral for other types of financial services. And so promoting open finance frameworks in a safe way is really a critical component to thinking about the broader digital innovation stack.
It requires risk-based regulation, making sure that you get proper data access with the proper security, governance, etc. A third thing that I wanted to mention is stablecoins, and we heard already a lot about it, and particularly stablecoins that are denominated in a foreign currency. Rapid growth, market capitalization of about 300 billion when it comes to US dollar denominated stablecoins, which are the dominant form of it. And they have the potential to promote cross-border transactions, make them cheaper, faster, more transparent, and the costs could be around 2%. So there is potential. At the same time, we don't see a lot of use cases that are associated with real economic activity just yet. This is a challenge. We see a lot of activity of stablecoins in the crypto space, in DeFi contracts, in smart contracts, but not yet as much as in real case scenarios. A fourth item that I really want to stress is artificial intelligence, and this was a topic that was already discussed in last year's conference, but it has come back with, I would not say a vengeance, but it has become even more potent. It's really reshaping business models and market structures, and I think also consumer behavior, because agents and agentic AI can start operating on behalf of consumers, and that can change the behavior of consumers as we know it. Subtech is something that more and more regulators are thinking about in this context, but they're still at a very low level of adoption. So let me wrap up by saying that fintech or technology is not a panacea. It's really important to have a strong enabling environment, a legal framework, collaboration, risk-based supervision, eKYC. All those elements need to be in place for us to be able to really harness technological evolution in the financial sector. Thank you very much. In this case, this question is for Mr. Agama. In your country, Nigeria is characterized by strong adoption of crypto assets in the introduction of the central bank currently, the e-Naira, for example. How do you see the interaction between the central bank, commercial banks, and the market player in this sector, in this context? Thank you very much. Am I audible? Right. Okay. Thank you very much for this opportunity, the Governor of BC here, and indeed it is my pleasure to be here while Dr. Lisa Cook made her address concerning tokenization. These are areas that we are very interested in. I particularly, I'm interested in it. My PhD is speaking to cryptocurrency and macroeconomic variables, and that clearly speaks to the fact that we've started looking ahead before now. And indeed, Nigeria has led the way. We've led the way in terms of cryptocurrency adoption, and led the way in terms of tokenization. We've led the way in terms of every area of fintech that you can speak to, right, today in the continent. As we speak now, we're saying the cryptocurrency, the transactions in Nigeria as of 2025 was about $96 billion. And that is huge by any perspective. And that is why it is important to start looking at it again, because before now there has been this theory of denial as to the existence or the plausibility of such financial system taking place. And now we've come to the reality that we cannot run away from it. And because we cannot run away from it, what should we naturally do? What we should naturally do is to assess the risk associated with it. What had happened earlier on, and that denial, even among central banks, is the fact that, it was assumed that it would never fly. But we now know that it is not only going to fly, it is probably going to take over. Yeah, but yes, as we spoke, and the different speakers had spoken earlier on, it certainly will not displace traditional finance. It will complement traditional finance, but it to take the speed of the financial system away from the journey that it had always been. So, speaking back to what had happened in Nigeria. So, initially there was this, suspicion as to what exactly it will do. And so, the central bank has at that time believed that it wasn't necessary to follow it up.
And what did they try to do? We tried to introduce the e-Naira. And the e-Naira ordinarily should have been something that was fantastic, but I think the concept and the origination of the e-Naira had some challenge. And that challenge was having to understand that you cannot work with an e-Naira on a retail scale without the commercial banks. So the central bank actually wanted to run with it alone. And so without the commercial banks, it was difficult for that to happen. More so because there were conflicting signals as to acceptability. But really, to look at it, the reason why the e-Naira actually existed at that time was principally to challenge the growth and the emergence of other cryptocurrencies. So you must naturally take a strategic look, right? Taking it back to say, what do I want to achieve? How does this help our economic system? How do we get the people to understand that this is what we want to do? And then once you take the advantage of the population, especially in the case of Nigeria, where you have over 220 million people, with 70% of those people below the age of 30, and 90% of those below the age of 30 are tech savvy. What do they have to do? They have their mobile phones as their nest of kin. And cryptocurrency and fintechs are actually operated within those small pieces of instrument that is in the hands of every youth in Africa and indeed in Nigeria. So clearly, it tells you that there must be a new demonstration of faith around the financial system. But mark you, and that is very critical to mention here before others speak, that cryptocurrency and indeed this whole system of new monetary system did not start today. Friedrich von Hayek in 1975 institutionalized what we call the freedom money. And so that is where it all, the growth of crypto money, crypto asset and tokenization and everything around the freedom of decentralization of the financial system actually began to blow up. Now that we are beginning to realize that that old trick that had always existed is now coming to fore to build a new financial architecture. What is important is stepping back, assessing the risk, and taking advantage of the revolution of financial inclusion and financial deepening that fintech will naturally bring. And so for me, clearly, the intersection between Naira, e-Naira, commercial bank, and central bank is an issue of collaboration. Not just an issue of collaboration within the banking system, but an issue of collaboration within the financial system. Because financial system stability cannot exist on the lamp of one particular financial institution or sector. It has to be something that is combined amongst all of the financial system. Thank you much, Mr. Agama. This question is for Dijaje. Regarding this context, the evolution of the framework, in the rise of digital assets in the context of regulatory framework remain heterogeneous is increases the risk of fragmentation and regulatory arbitrage across different jurisdictions. Based in your experience in analyzing crypto assets data, would you share us your view how regulatory frameworks could be adapted and harmonized to address this risk for that? Yeah. First of all, we measure South Africa's economic activity on crypto, or at least transactional activity using crypto assets at about $20 billion per annum, which is also material. And to your point as well, Dr. Agama, and to Dr. Lisa Cook's charts that she showed, there's definitely a lot of potential that you can read into those numbers. And from what we see is also that volume was usually dominated by Bitcoin. But over the last 2 or 3 years, stablecoins has actually overtaken it. So US dollar-based stablecoins specifically, which is a signal at least to economic activity and not pure speculation, as we used to think about crypto assets historically. Now, to your point, to your question about jurisdictional arbitrage, obviously $20 billion per annum, or like you said, north of 90 billion in Nigeria, that is significant, and it definitely exposes, or at least lets you question the risks of jurisdictional arbitrage and what that might bring to the table. Now, obviously the best way to mitigate jurisdictional arbitrage is to have common laws across the globe.
all right? But that is utopia. That is not possible. We will never have that. And it becomes so easy to abuse different laws across countries. So in order to address that, I'd like to propose distinction between legal harmonization, which is very difficult, and supervisory harmonization, which is practically much, much simpler. So if you think about legal harmonization, that is tough, and it's, like I said, impossible. It will take a long time if you can even achieve that. And you don't necessarily have the luxury of time as a regulator, because this technology is moving at lightning speed. But if you think about supervisory harmonization, that is something that is much, much more achievable for the regulator. So there's a few practical things to describe what that means. First, it's agreeing on a list of definitions, a taxonomy. And I believe that the BCAEO has done quite a lot of work on that already. But that should also be focused heavily on activity and not necessarily entity. We've seen in South Africa as well, I noticed that across the globe, is that the entities, they rapidly evolve. So you have to focus on the activity, which is much more rigid and stagnant. That can be defined and put into a box much easier. And then secondly, is the step 2, once that is done, and that can be done quite rapidly, is then to harmonize on the necessary monitoring and reporting, and align on that. So that would include things like minimum supervisory outcomes, definition of these activities, like I said, and then data and reporting standards. Now, especially on point number 3, we've seen that in the CAF with the OECD, the Crypto Asset Reporting Framework. It's a very, very eloquent example of harmonizing on the data side of it. And then there's obviously lots of international guidance regarding that as well. So from the FATF, the Financial Stability Board, Basel has put out a lot of commentary, and then of course the OECD. But we all know that Africa needs to calibrate a lot of those global commentary. And within the Common Monetary Union, the 8 countries, I believe that is perfectly possible to do. When you do that, you will dramatically reduce the surface area for regulatory arbitrage as well. If the reporting and the monitoring standards are common across the monetary union, that risk is mostly mitigated. Then lastly, I think stablecoins require a special regime, because they are much more money-like than other crypto assets. You know, they enable payments, stablecoins enable remittances and things like that. And therefore, their standards need to include things like issuer licensing, reserve assets, and custody risks, specifically independent attestations and audits and the retention rights. I'll say a little bit more about all of these things later. Thank you. Thank you very much, Mr. Dijaja. If I understand, to make this monitoring and reporting, we need to have an architecture for that. And this question is for you, Mr. Feyen. The rise of digital technology is gradually transforming the architecture of financial systems, and for increasing the interconnection among different stakeholders and relying often the transnational technological infrastructure. How can the resulting vulnerabilities to be mitigated? Yeah, that's the million-dollar question, or the billion-dollar question. I think these are times where it's very exciting to be a central bank and a financial authority, and at the same time a big headache. I want to highlight 4 particular vulnerabilities. The first one is on AI, and the fact that we have noticed a big gap between where financial institutions are and where financial authorities are. Financial institutions are adopting AI at an increasing pace, and regulators and central banks tend to lag behind. They're active,
Make no mistake, but they're lagging behind. Concentration is something that many people talk about, third-party concentration risk. But when we look at models, for example, foundational models for AI, it's only a very small group of players that are offering it. The same is true for cloud services. So thinking about that is really, really essential. Digital privacy and data protection is another enormously important topic that came up already today. And it's one of the top risks. We have done surveys among our membership, and this unequivocally, systematically comes up as one of the key challenges. Cyber, a second very important topic, and we heard already the speaker about it in much more detail today. We are more interconnected, which means that when there is a cyber attack, we have liquidity risk, cascading risks to infrastructure, maybe mapping into solvency risks. These risks are well known, but these have been accelerated by the use of AI, and we saw recently that there was an innovation in some of the foundational models where concerns were raised around how they can facilitate cyber. On the other hand, of course, AI can also help with cyber, so we need to also harness the power of AI. But when it comes to cyber, there's a big gap in emerging markets and developing economies when it comes to the adoption of cyber protocols, international guidance and standards around cyber. Intelligence gathering still happens on a very informal basis. There are no formal mechanisms. And here on the continent, there's a shortage of many cyber professionals. So stepping up to the plate in a context of heightened cyber risks is a priority. A third part, digital fraud. We are seeing an increase in digital fraud. While we celebrate digitalization of financial services and faster payments, with faster money moving around faster and through digitized means and can cross different platforms and cross borders easily, fraud is becoming a big challenge. That's of course also linked to the AML CFT agenda, where we heard a lot about already. Let me say something about crypto and stable coins and echo some of the points made by other colleagues. There are many risks. Redemption risks, the singleness of money is a challenge, run risk, disintermediation, and of course, very importantly, potential currency substitution, a really big challenge, particularly in countries where monetary stability and fiscal stability are an issue. FATF recently came out with a report, the Financial Action Task Force came out with a report highlighting that stablecoins are one of the most important vectors of illicit finance. And when it comes to recommendation 15 and the travel rule recommendation 16, adoption is still very low, about 30%. So we have a race to the bottom, and regulatory arbitrage, it's something that a previous speaker spoke about. So this is really a concern. Also, when it comes to the Financial Stability Board, it did a peer review of its high-level recommendations of stablecoins and on crypto assets. And there are big gaps in implementation of these standards. So regulatory arbitrage at the global level is really a big challenge. So let me take one step back and conclude. Finance, as regulators and central banks, is about maintaining trust. Trust is essential. This means that collaboration among financial authorities is critical. Information sharing on cyber, data sharing on stablecoin transactions is really important. Adopting technology and subtech is a second very big issue that I think can happen with acceleration. There are many challenges to that, including skill challenges, data infrastructure challenges, legacy IT systems, but this is a priority. And then thirdly, as I just implied, convergence to international guidance and standards is critical. FATF, FSB, IOSCO all put out recommendations, all put out guidance. It's important that we step up to the plate and try to converge with those. Thank you. Thank you very much, Mr. Raffayan. Regarding this part, we have
the technical, the different platform is more, the platform is more important in this case. This question is for Mr. Agama. The rise of crypto asset and related platforms could define to traditional boundary of financial intermediation and alter competitive dynamic and within financial sector. Based in your experience, does the evolution pose the challenges for supervision? If so, how should supervisors adopt their regulatory framework to preserve effectiveness of their mandates? Thank you again. This actually goes to the heart of securities regulation. That is the challenge. And that challenge requires something extraordinary. It requires that understanding. Because the basic challenge we are having here is the refusal of the authorities to unlearn to relearn. We are stuck in our old ways, believing that, oh, this is just a fag, and over time it will get away. That is a major challenge for us, and most importantly, because the people in the helms of authority are no young people. They are all older people that lived in the old age, but there's something that can happen. That thing that will happen is the requirement and the need to ask yourself, do I understand it? Because the fear of regulators is the inability to understand. And once you're able to unhook yourself from that quagmire, you are able to now fix yourself into learning. And once you relearn, you are able to see in the light and the prism of the younger generation and the people that are used to this. Once that happens, what it provides you with clarity. Because in regulation, what is required is clarity. And you cannot provide clarity if you do not understand what you are speaking to. So it becomes important that once you are able to view this particular concept as being new, not just being new, being effective and useful for the future financial architecture, you are now able to create or construct frameworks that meet with the standards that is required by the population and indeed the economy. So for us as SEC in Nigeria, what we decided to do was step back to be able to do something very, very simple. Because another part of the problem is complicity that we normally introduce into something that is so easy. And that complicity brings about more confusion. So we created a law, and in that law, we just introduced the regulation of crypto and digital assets. That allows you to now offload yourself into creating regulation to dealing with the particular subject matter or item. Because cryptocurrency, stablecoin, tokenization for me, they are as well as an amoeba that does not have a shape, a paramecium that you can pull around different sites, a hydra that has so many heads. So you cannot use a particular regulation, idea or thought to be able to regulate it. What you need to do is that you sit with it and deal with it the way you will have to deal with it as you go with it. And for us in Nigeria, what did we do? We introduced what we call the regulatory incubation, which in so many jurisdictions is called sandboxes, and the accelerated regulatory incubation. What is that? That is a crystal ball that infuses each of these operators' product and activity into it for you to understudy exactly the shape and manner for which it's going, then introduce regulation that is able to deal with those shape and manner in order that you are able to deal with the emerging challenges that will happen. Truth is, we are just at the beginning of the evolution of the space. And what we need to do is understanding this space enough to grow with it. Because oftentimes it is said that the innovation goes faster than the regulators.
But I can tell you that as regulators, we can think ahead, be proactive, and be able to deal with issues in order for us to secure the future even before it comes. And that is very critical in our march to liberalizing the sector, in our march to giving confidence even for those that are operating in it, and in our desire to be able to curb the illicit financing. That is the critical issue even within the banking sector. So the need clearly is we must step back, understand, then introduce regulation. Gamma, we understand the collaboration between different stakeholders is the main point for the success. The last question I have is for Mr. Desjardins. You have a participant of you are a participant of the crypto assets ecosystem in South Africa. How do you think supervisors should involve their regulatory frameworks to adapt to the specific characteristics of these new actors? South Africa adopted created the Intergovernmental FinTech Working Group, the IFWG, many years ago. And within that, there's a separate group called the Crypto Asset Regulatory Working Group, which is intergovernmental, so it consists of 7 regulators, and that is key. I think it's because this technology spans many regulatory departments. That turned out to be very successful. And then the majority of the country's crypto policies were created after the FATF placed the country under increased monitoring back in 2022 or something, or around there. And then policies were created and implemented, a licensing regime first of all, and to date about 400 crypto asset service provider companies have received their licenses from the regulator. That was done pretty well because I know the FATF was pleased with Reg 15 compliance and removed us from the grey list a few months back. So the first thing is a licensing regime. That's quite important. And then the second one is activity-based supervision. So just again, activity and not entity-based. You know, in the crypto world, these entities, they typically operate the full stack. So in traditional finance, you'd get banks and you'd get the exchange and the custodianship and the brokerage, and you know, they're all pretty well separated. But typically, the crypto asset service providers do all of the functions under one roof, and they quickly pivot, like rapidly. So the next thing is they need to be continuously monitored, because you typically see that they comply during the point in time at which they receive the license, but very, very quickly they deviate from their original business model and start offering alternative services, and you know, they'd go from exchanges to payments to stablecoin issuers, and often do a bunch of things in one, and they can innovate overnight. So they need continuous monitoring to see if that compliance is still there. So supervisors really need data capacity, lots and lots of data capacity. I want to remind you that the technology is transparent. The digital ledger or the blockchain is transparent, and that data can be consumed in real time. The most important thing is, as a regulator or a supervisor, is you don't need permission to do that. You can just read the transactional data without asking. You actually have an immense powerful position there, because you can read the data in real time and create all kinds of new assurance mechanisms and things like that, and the risk analysis on top of it. In order to read the data, you need the tools and you need the skills to do that. Legal teams needs to work very closely with analysts, and I think that may require a little bit of a mind shift going forward. So, you know, and then lastly, this data needs to be consumed in real time, and I just want to reiterate that as well. You know, a typical bank, you can still rely on its balance sheet that's maybe a month or a few months old, and typical reporting mechanisms work like that. But a blockchain firm can move $10 billion across 3 blockchains in 5 seconds. Like the liabilities that was maybe valid a week or a month or a year ago, it's invalid today. But the wonderful thing is that these things can be analyzed in real time.
And I think that, just to get back to the core question, that is probably where South Africa's main challenge lies now. It was very successful in putting up the policies, but the real test now comes in the monitoring and enforcement thereof. Much, Mr. Arsenal. If I summarize, we can see the different regulatory, they need to work together to find the solution to address the crypto assets. And for that, we need to have a technological, for that, the platform, and to manage the different kind of risk. For that, we can use also the AI for some automation, and also to manage some kind of risk. Thank you very much for to share to us your knowledge and your experience regarding these topics, and I hope everyone take the advance and for that, and you can continue to share together after if you have any question. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Diallo, pour la modération. Merci à nos panélistes pour leur permettre de se retirer. Devant ce premier exercice, nous avons quelque part débordé un petit peu sur notre temps, mais merci infiniment à Monsieur Diallo pour cette modération. Et nous allons marquer une vraie pause café pour se donner de la force et de la vitalité devant ces réflexions. Et nous allons nous donner un petit 10 minutes pour revenir ici, pour suivre notre deuxième panel. Un grand merci, bien entendu, à nos keynote speakers. Donc, sans plus tarder, nous vous invitons à partir à la pause. On va permettre au gouverneur de pouvoir amorcer la marche, bien entendu, entamer cette pause ensemble, et l'ensemble des participants nous retrouvent ici dans la section juste à côté à votre sortie à droite pour la pause café. On revient d'ici 10 minutes très exactement. Si vous souhaitez avoir l'heure précise, ça sera à, on va dire, 11h50. Voilà, 11h50 pour un retour. Non, autant pour moi, 11h43. 11h43 pour un retour ici en plénière. Merci beaucoup.
sans passer par une institution financière, sans passer par aucune institution. Pour inclure certaines annexes plus techniques, si vous souhaitez bien sûr approfondir le sujet. Je commence par un retour en arrière rapide, puisque cette réalité, en fait, émerge en grande partie suite à la crise financière de 2008 qu'on a vue. C'est une crise financière qui a brisé la confiance dans les banques et dans les institutions financières dans le monde. Des millions de personnes ont vu leurs économies menacées, leur crédit gelé, et beaucoup de banques, beaucoup de gouvernements dans le monde ont été contraints de renflouer des institutions qui avaient pris des risques inconsidérés. Bitcoin a vu le jour en 2009. Plus tard, en 2014, les premiers stablecoins sont apparus, notamment à travers Tether. Et en 2025, on atteint presque 33 000 milliards de dollars de transactions annuelles en stablecoins. Donc tout ça pour vous dire que les stablecoins, ce ne sont pas seulement une mode technologique, ils sont une réponse marchande à une rupture de confiance dans le secteur financier. On a parlé de confiance ce matin. Et c'est vraiment une rupture qui se poursuit dans le monde qu'on voit en fait depuis 2 décennies déjà. Donc, cette cartographie vous permet de voir aussi qu'est-ce qui est sur le sphère de contrôle en fait, d'une banque centrale en règle générale et qu'est-ce qui est aujourd'hui sous la sphère de contrôle privé que vous voyez un peu plus bas sur l'écran. On définit un stablecoin déjà comme un instrument qui est conçu pour maintenir une valeur stable par rapport à un actif de référence. Donc, généralement, les stablecoins se positionnent progressivement comme un point d'articulation entre les marchés des crypto-actifs et le système financier traditionnel. Donc, le système financier traditionnel que vous voyez, bien entendu, en haut de l'écran, la monnaie fiduciaire, le fiat, donc le cash que nous connaissons tous, en contrôle quasi total des banques centrales, en risque relativement faible. Le mobile money qui est utilisé par beaucoup de personnes, tout le monde l'utilise plus ou moins sur le continent africain. Et bien entendu, les monnaies numériques de banque centrale, j'aurai l'occasion d'en discuter plus en détail dans quelques minutes. Donc vraiment relativement faible en termes de risque. Et plus bas, vous voyez certaines familles de stablecoins. On parle notamment de stablecoins réglementés, notamment le USDC, qui est émis par la compagnie américaine Circle, qui est ancré sur le dollar américain. Et il s'agit d'un émetteur privé américain qui est supervisé. Un risque modéré, je expliquerai pourquoi c'est un risque modéré. Des stablecoins régulés partiellement, donc notamment Tether, le USDT, qui est partiellement sous juridiction américaine, mais qui a certains enjeux par rapport à ses réserves, parce que les réserves sont relativement opaques et il n'y a pas des audits indépendants complets, contrairement à Circle. Et bien entendu, les cryptos spéculatifs, notamment le Bitcoin que nous connaissons tous, l'Ethereum et d'autres types de crypto-actifs. Un peu plus tôt ce matin, M. Fayen de la Banque mondiale a parlé du GAFI, du groupe d'action financière, qui a sorti un rapport très intéressant en mars 2026, justement, qui parle des enjeux liés à la criminalité financière et l'utilisation de stablecoins. J'y reviendrai un peu plus tard. Tous les stablecoins ne se ressemblent pas, je viens de le dire, et notamment, je vais vous faire un profil de l'état du marché des stablecoins.
avant d'y arriver, je pense que c'est aussi important d'arriver à visualiser de comment est-ce qu'on accède à ces stablecoins. Généralement, il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Donc, ce que j'appelle le on-ramp. Vous avez des espèces, du cash, un compte bancaire, du mobile money, donc vous êtes dans l'univers de la finance traditionnelle et vous souhaitez arriver, disons, dans cet univers de la finance numérique et programmable. Votre point de passage, cette conversion va se faire généralement par un broker ou une plateforme d'échange. Des plateformes d'échange comme Binance et Yellow Card vous permettent justement de passer de cette finance traditionnelle à cette finance programmable numérique. Vous utilisez ensuite vos stablecoins à travers un portefeuille numérique, donc un wallet. Il y a des fournisseurs de wallets, donc il y a notamment MetaMask, Trust Wallet, Ledger. Tout ça, ce sont des compagnies technologiques ce sont des compagnies technologiques qui produisent en fait ces pièces technologiques qui vous permettent d'avoir ces portefeuilles qui ont les stablecoins. Et enfin, si vous souhaitez convertir vos stablecoins en monnaie fiat, donc repartir vers la finance traditionnelle, mais c'est un peu l'opération inverse que vous faites. Et voilà. Donc ça vous permet vraiment de schématiser le parcours utilisateur d'une personne, par exemple, qui souhaite utiliser des stablecoins. En ce qui concerne maintenant le marché des stablecoins, pour vous donner une idée du volume, je pense qu'il y a un enjeu avec... voilà, parfait, merci. 33 000 milliards de dollars américains de transactions annuelles, on l'a mentionné un peu plus tôt ce matin. Et surtout, et je pense que c'est un chiffre qui devrait nous interpeller, 84% des activités illicites qui se font à travers des crypto-monnaies sont à travers des stablecoins. Tether, donc, qui représente à peu près aujourd'hui 70% du marché mondial des stablecoins. Circle, à peu près 25%. Et j'ai fait exprès de mettre l'exemple de Terra UST. Pourquoi? Parce que Terra UST est un stablecoin algorithmique qui s'est effondré en 2022 et c'est vraiment le contre-exemple absolu des risques que peuvent représenter des stablecoins. C'est un stablecoin qui avait zéro réserve réelle. En 72 heures, 56 milliards de dollars ont été évaporés. Et ça a amené aussi à une faillite en cascade de plusieurs plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde, notamment FTX. Ça fait vraiment beaucoup de bruit à l'époque. En 2022, on avait appelé cette période aussi un peu le crypto winter, l'hiver crypto, puisqu'il y a une grande défiance envers généralement les crypto-monnaies et différentes épisodes. J'aimerais aussi prendre un peu de temps pour parler de Circle ici, parce qu'à un moment donné, il y a la Silicon Valley Bank aux États-Unis qui a fait faillite. Et il y a eu une situation où le USDC n'était pas équivalent à un dollar américain fiat. Donc il y a eu un DPEG et le Circle valait 0,87 dollars, donc 87 cents. Et les autorités gouvernementales et la FDIC américaine a dû intervenir à un moment donné. Et ça a permis en fait de rectifier la situation. Mais on voit quand même que même si ça s'appelle en stablecoin, il y a un risque à considérer et un risque à traiter. Donc c'est vraiment important de garder, disons, ces grandes tendances en tête pour voir aussi quel dialogue réglementaire poursuivre. Quelques facteurs en fait qui expliquent la progression des stablecoins sur le continent africain. Bien entendu, il y a tout l'enjeu de la non-bancarisation d'une grande partie des populations africaines, mais toutes ces populations disposent généralement d'un téléphone mobile. Il y a aussi l'enjeu du coût des transferts des diasporas. Donc, à peu près 8% du montant en Afrique subsaharienne, c'est vraiment la région du monde où les transferts d'argent sont vraiment chers. Et les stablecoins présentent un avantage en réduisant le coût à moins d'1 $, à moins d'1% de la somme d'argent transférée. Il y a aussi une question liée à la pression de change. Un exemple, c'est que, par exemple, en Turquie, en 2024, on a estimé qu'à peu près 4% du PIB est en stablecoin, puisque en Turquie, c'est très utilisé justement pour le change. Il y a aussi une méfiance historique vis-à-vis des institutions financières formelles qui explique la progression des stablecoins en Afrique.
Il y a des facteurs technologiques, donc on a une infrastructure de téléphonie mobile assez mature sur le continent, des interconnexions internationales, et bien entendu, dans certains cas, il y a des risques opérationnels et juridiques qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que des gens se tournent vers les stablecoins. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas que l'Afrique, ce n'est pas un hasard si l'Afrique adopte ces stablecoins aujourd'hui, elle les adopte vraiment parce que le secteur financier traditionnel ne répond pas à certains besoins fondamentaux des personnes. J'avance un peu plus loin pour vous parler d'une forme de stablecoin, et ce sont les monnaies numériques de banque centrale. Et j'en ai profité pour donner des exemples africains et 2 exemples d'Asie. Généralement, une monnaie numérique de banque centrale est émise directement par une banque centrale sans intermédiaire privé à la source. Donc, vous ne passez pas par un fournisseur privé comme Circle ou Tether. Une distribution qui est déléguée, une technologie donc de registre distribué qui peut être ou une base centralisée, donc c'est vraiment un choix, en accès mobile, sans contact, et qui peut être aussi conçu pour fonctionner hors ligne. Donc il y a des attributs qui sont techniques qu'une banque centrale peut mettre en place pour justement émettre une monnaie numérique de banque centrale. Il y a eu des exemples, donc, notamment au Nigeria. On a observé cependant que l'INERA a des limites, puisqu'il n'y avait pas une adhésion grande de la population. Ça s'explique pour différentes raisons, également pour des raisons techniques. Le ECD au Ghana est aussi un exemple très intéressant, avec un réel souci de rendre accessible ce ECD aux populations rurales. L'Afrique du Sud a des expérimentations intéressantes pour des mécanismes pour payer en gros, donc pour faciliter les transactions. Et enfin, le mobile money du Kenya que beaucoup de gens connaissent. 2 exemples asiatiques aussi, le e-yuan en Chine, qui est déployé. Donc on parle ici de presque 3,5 milliards de transactions qui sont faites aujourd'hui. Et une volonté aussi de positionner ce e-yuan versus WeChat Pay ou Alipay qui sont très utilisés en Chine. Et enfin, un projet pilote de la Banque des règlements internationaux aux Émirats arabes unis et dans le Golfe pour faciliter les transferts d'argent transfrontaliers. Donc, une slide pour expliquer les avantages et les inconvénients d'un stablecoin privé versus une monnaie numérique de banque centrale. Donc, c'est une slide que vous pourrez consulter plus tard. Et enfin, les risques pour les banques centrales, les intervenants plus tôt ce matin l'ont déjà mentionné, bien entendu, sur la politique monétaire. Les stablecoins peuvent créer une masse monétaire parallèle qui est hors contrôle d'une banque centrale. Les taux directeurs n'ont plus les mêmes effets. Il y a des enjeux par rapport à la prévisibilité de la demande de la monnaie et d'autres enjeux à considérer. Bien sûr, il y a la stabilité des bilans bancaires. Avec une fuite de dépôt, ça peut avoir aussi des impacts sur les prêts qu'on pourrait éventuellement faire. Et bien entendu, les questions de dollarisation numérique qui sont aussi un risque à considérer. Je vais parler rapidement des gardiens de valeur parce que même avec des actifs numériques, il y a des gardiens de valeur. C'est très important de considérer ces gardiens de valeur au niveau du cadre réglementaire. Ces gardiens de valeur, on les connaît dans la finance traditionnelle, mais il y a aussi des gardiens de valeur qui opèrent dans tout ce qui est finance numérique et finance programmable. D'ailleurs, MiCA en Europe et le Genius Act aux États-Unis imposent explicitement des protections et des dispositions pour comment encadrer ces gardiens de valeur. J'ai mis quelques exemples de gardiens de valeur à travers le monde. Il y a quelques exemples en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Je pense qu'il serait intéressant aussi de voir quels pourraient être des gardiens de valeur qui sont en mesure en fait de faire ce travail sur le continent africain. Aujourd'hui, tous ces gardiens de valeur sont des gardiens de valeur qui sont hors du continent africain, et c'est aussi ici une question de souveraineté. Une analyse comparée rapide des cadres réglementaires, donc on l'a mentionné un peu plus tôt ce matin,
l'Union européenne qui a émis le cadre MiCA, où on donne des précisions sur les fonds propres et les réserves liquides à avoir par rapport aux stablecoins. Les États-Unis avec le Genius Act de 2025, et même le Canada qui a décidé aussi d'encadrer les activités liées aux stablecoins. L'Afrique pionnier, moi je les ai nommés comme ça, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, ont aussi des dispositions qu'ils ont mis en place. En général, la convergence mondiale, c'est vraiment des réserves en actifs liquides, donc des HQLA dans le jargon, avec une possibilité de remboursement au pair garanti et une supervision publique obligatoire. Donc c'est un peu ça le paysage réglementaire aujourd'hui. Donc quelques recommandations en général pour des banques centrales. À court terme, bien sûr, élaborer un cadre réglementaire avec une taxonomie sur les stablecoins, les exigences prudentielles différenciées selon le profil de risque, définir qui peut exercer le rôle de gardien de réserve ou de valeur, ça c'est important. À moyen terme, penser aux mécanismes de rédemption et de conversion, l'opportunité d'une monnaie numérique de banque centrale, la coopération régionale et le dialogue réglementaire est extrêmement important pour éviter l'arbitrage réglementaire dans le monde. Et enfin, et on l'a mentionné ce matin aussi, à long terme, des capacités analytiques et du leadership dans les banques centrales. Je vais conclure ainsi. On parle d'intelligence artificielle et d'agents IA. Il y a des agents IA aujourd'hui qui peuvent de façon tout à fait autonome faire des transactions et ils peuvent très bien faire des transactions en stablecoin aussi. Donc ce n'est pas nécessairement pour demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc c'est des choses à considérer. Et je dirais aussi en conclusion qu'on a tous l'occasion aujourd'hui, avec toutes les personnes qui sont réunies dans cette salle, qui représentent le continent africain, de contribuer vraiment à définir les normes internationales sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui va nous occuper pour les décennies à venir. Et cette finance numérique et cette finance programmable représentent des risques, mais aussi des opportunités très importantes. Donc voilà, alors je termine ainsi et je redonne la parole à Eric. Voilà. Merci infiniment. Beaucoup. Et nous de vous applaudir, merci infiniment pour ce dialogue, pour cette présentation qui permet de mettre la table sur notre panel qui va être très enrichissant justement à votre suite, à notre keynote speaker qui va se prêter à cet exercice dans un temps, je l'espère, maîtrisé. On vous applaudit encore une fois. Merci infiniment. Monsieur Diallo. Nous sommes toujours donc sur cette section du deuxième panel à comprendre et à enrichir notre réflexion sur l'émergence des stablecoins avec cette implication donc pour les politiques monétaires et la stabilité financière. Celui qu'on va recevoir ici, nous avons eu le plaisir de l'avoir l'an dernier. Il vient cette fois-ci encore accentuer un petit peu notre compréhension sur ces sujets. Il est donc chef de mission à l'UMOA et conseiller du département Afrique du Fonds monétaire international, le FMI, que je vous invite à accueillir maintenant M. Luca Antonio Ricci, sous les applaudissements, qui nous retrouve sur scène pour sa présentation. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank Governor Cassibrou for this invitation. It's really an honor and a pleasure to be here with this distinguished set of panelists and participants. So thank again to you and to the whole team of the Central Bank. I will be covering implications of stablecoins for monetary policy and financial stability. And of course, the views are my own, so should not be attributed to the IMF. And any errors last year, I could have blamed AI, but this year the topic is different, so errors will be mine. So I will be very brief on the first 2 points, given the previous presentation was very deep on it, on the benefits and the drivers, and zoom in on monetary policy and financial stability, have a quick touch on CBDC, and then focus on key policy conclusions. And I will focus on recipient countries. So I would not discuss any issues related to the issuer countries and reserves backing stablecoins. So in terms of benefits, very briefly, this has been discussed by the previous presenter,
I think I want to highlight that for this continent, remittances being faster and cheaper and financial inclusions are really a key issue. And if we zoom in on what are the factors driving stablecoin adoptions, there are two studies that have been done recently at the IMF I would like to mention. One is in the Global Financial Stability Report of this April. They did an econometric study, and they found that the main driver of stablecoin adoption was weaker macroeconomic fundamentals and policies. For example, high inflation. At the same time, weaker institutional and political stability, and higher foreign exchange volatility, and higher need for remittances. And the last point, the technological advances, I think has been highly covered by the previous speaker. The second study focused on crypto, but focused also on Africa more directly. And as you can see, the list of variables that they found is quite consistent. So from here, what I think will be useful to remember is that weak macro fundamentals are really a driver of adoption of stablecoins and crypto. So let's zoom into the core of this panel on the implications for monetary policy. I will focus on two sets. First is that sets related to currency substitution and monetary sovereignty. So stablecoin adoption, especially foreign, will drive currency substitution and digital dollarization. So basically people will use stablecoins instead of local currency. Now, the big problem with this is that we know that once established, dollarization or the use of foreign currency is very persistent. So it's very important to try to prevent that from happening. At the same time, a parallel issue is that if people start using stablecoins as a unit of account for pricing items, then that erodes one of the key roles of the local money, which is the unit of account is one of the roles. So hence, the decline of usage of domestic money, which is under the control of the central bank, will imply weaker monetary sovereignty and also a decline in seigniorage income that the central bank receives from transactions based on local currency. Very related set of issues, of course, relates to the weaker monetary policy transmission, which happens through all the channels. So when we think of the interest rate and liquidity channels, we can think that the currency substitution we just discussed will imply that the central bank policy rate will have a smaller pass-through both on lending rates prevailing in the economy and hence on economic activity. At the same time, there is a weaker credit channel because people will shift deposit into stable coins and bank will lose funding, and this will reduce intermediation and hence credit to the economy. A related issue is that it's a bit unpredictable what happens once the bank loses funding and what kind of interbank liquidity dynamics would evolve, but higher volatility in interbank liquidity dynamics may imply that there is less elasticity of the interbank rates to policy rates. So again, another weakening of the monetary policy transmission. A separate issue is that it would be harder to predict the monetary aggregates and money demand, and that will complicate monetary policy planning. If we look at the financial stability risks, here I'll divide them into three main sections. The first one is related to banking and capital flow risks. So we already discussed the financial disintermediation that happens when people use stable coins, and so banks will start seeing an erosion of deposit base, which often are already shallow in many African economies. And therefore banks will face raising funding costs and constrain credit to the economy. But another aspect of stablecoins which highly concerns regulators is the fact that they will induce more volatile capital flows. So it's much easier, much faster, and much cheaper to move money with stablecoins, especially if they're outside of the regulatory perimeter, which means that there can be sudden capital flows, and therefore the higher capital flows volatility will challenge both foreign reserve management and financial stability. At the same time, stable coins can also circumvent capital flow managements, and we know the capital controls are quite important in most countries in the African continent to preserve the stability of their
financial system. There is also some recent studies, one of them done both at the IMF and the BIS, that show that stablecoins will affect also the local market for foreign exchange. The first is obvious, so of course if stablecoins are used more for FX, the local FX market becomes shallower, more volatile and less efficient. But one of the studies also found that the stablecoin usage may drive temporarily some deviation from FX parity, which is quite worrisome. A second conception relates to operational and counterparty or market risk. So first, there is always an operational and a cyber risk. By now, everything is technology-based, but in particular, if stablecoin platforms are outside of the regulatory perimeter, then there could be a disruption of payment flows and a reduction of confidence, and there can be systemic risk if these platform stablecoins are used for transactions. The counterparty risk and the confidence effect are also potentially serious. So the foreign stablecoins are regulated by foreign entities, of course. And if there is a collapse of a major issuer, I mean, the previous speaker, for example, mentioned Terra Luna, or there is a shock to the reserve backing, those will directly affect and create instability in the local financial system. Even without this extreme, a declining confidence in stablecoin can create a user panic because stablecoins lie outside of the traditional safety net. Now, of course, traditional FX assets are also subject to fluctuations, but they're generally subject to a smaller counterparty risk. The last points on risks, it relates to financial integrity and legal risks. So obviously, we already touched upon it. There is a risk related to illicit flows, that stablecoins are used to evade AML CFT controls, which will weaken financial integrity, especially if there is a limited ability to control these flows. And there is an arbitrage or regulatory gaps. So often in many jurisdictions, stablecoins are not clearly defined, and therefore there could be abuse of that gap through regulatory arbitrage. Now, can central bank be considered a possible complement? That's an open question. So you can see the complementarity from the fact that CBDC aim to preserve public money role, while stablecoins are a private instrument for efficiency, speed, and so on. So the key question is whether they can coexist without undermining stability. And the jury is still out in the sense that some jurisdictions do not envisage the need for a CBDC. And the other end of the spectrum, some jurisdictions really conceive a strong complementary role. The fact is that either way, for stablecoins to be a contributor to economic growth and efficiency, robust safeguards are very important. And back to the main point I was mentioning when there was a discussion on adoption, it's important CBDC would not be a substitute for macro stability, and so would not alter the major driver of adoption of foreign stablecoins. This is just to highlight that if you're interested in CBDC, the IMF has created a virtual CBDC handbook, which was launched in 2023, and it covers a broad set of topics. Let me jump to some key policy conclusions, which I divide in 4 sections. The first, back again on strong macro fundamentals. By now you heard enough of this. Of course, being the IMF, that's one of the key topics we tend to emphasize over and over. But there's also the evidence presented when we have seen the econometric analysis behind the adoption. So sound monetary and fiscal policies, sound macro, financial stability and trust institution would, disincentivize the adoption of stablecoins. And then there is a policy balance that we heard also in this morning panelist, that you want to balance innovation, you really want to enable innovation, but you don't want to let it undermine stability, sovereignty, and integrity, and crisis and capacity to manage crisis. A second set of key recommendations relate to the regulatory framework and the broad principles. Of course, the first broad principle is that you want to place stablecoin in the broader regulatory context. So you want to develop a comprehensive legal and regulatory framework for cross-border capital transaction, which includes stablecoins, not just a separate regulatory framework for
for stablecoins. And we saw before the danger of not having a legal classification that is clear because people will do regulatory arbitrage. And therefore, you want to have an harmonious definition of stablecoins in and across financial CFM and foreign exchange laws. So basically, across all legal systems of the financial sector perimeters, you want to define as more harmoniously stablecoins. It's important to be mindful of capacity constraints. So when you design a framework, it's important to have it proportionate to the local institutional capacity. And it's important to start integrating stablecoins into the monitoring analysis. So for example, when having models or data assessment in the analytical surveillance framework, it's good to include stablecoins. The third set of regulatory frameworks relates, recommendation relates to the financial integrity zooming in. So there is a broad set of views across the globe on how to intervene on stablecoins. And they goes from complete bans to integrating in the financial system. Within that spectrum, I think it's good to consider a couple of points. One is that the previous presenter really highlighted how on and off ramps are crucial for understanding how stablecoins work. That's exactly where AML-CFT compliance can really be applied effectively to ensure that stablecoins respect the AML-CFT, but also can be monitored. Another point is to consider regulated exchanges. So for example, allowing the usage of stablecoins through regulated and licensed exchanges will help keep the activity within the monetary regulatory perimeter. And last point is on tailoring prudential requirements, for example, capital buffer, reserve liquidity requirements, and limits on concentrated currency exposure can help contain spillover from stablecoin usage into other parts of the financial system. Quick parenthesis on taxation, doesn't really belong on this slide, but there is no slide for it, is that taxation of holdings or an acquisition of stablecoins need to bear in mind the fact that a reporting framework will be essential and resources will be needed. Last points on recommendation is to really cooperate internationally, as mentioned by the previous speaker, because it's impossible to deal with cross-border flows related to stablecoins purely with national responses, both for the need for coordination and for the need for information sharing. And so collaborating with global standard setters on various issues which are needed for the recipient countries, like harmonization of regulation, supervision, and oversight, or closing cross-border loopholes, is very important. And then when stablecoins anyhow will weaken capital flow and regulatory controls, it's good to go back to the standards and using tools seen, for example, by the Integrated Policy Framework of the IMF to cope with those fallout. Let me just mention very briefly that there is international guidance from the IMF, but also BIS, FSB, IOSCO, ECD, and so on, and that the IMF stands ready to offer technical assistance and offer other material like guidance notes on various topics of interest. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ricci, for this keynote. Un grand merci. Nous avons pu ouvrir ce deuxième panel avec de brillantes interventions. Monsieur Diallo, merci infiniment, Monsieur Ricci, pour vos contributions. Entrant maintenant dans le vif du sujet et sans transition avec cette thématique émergence des stablecoins, implications pour les politiques monétaires et la stabilité financière, je vais inviter nos panélistes à venir nous retrouver ici sur scène. Et en premier lieu, Monsieur Ibrahim Lahe Stevens, gouverneur de la Banque centrale de Sierra Leone, que je vous invite à applaudir bien fort, s'il vous plaît, with a round of applause, Mr. Stevens. Please join us on stage. À votre suite, Monsieur Yvon Sana Bangui, gouverneur de la BEAC, qui va nous retrouver sur scène également. Et Monsieur Kamo Tunge, gouverneur de la Banque centrale du Kenya. Voilà. Et pour pouvoir modérer un visage que vous avez vu dans l'exercice du Keynote Speaker, qu'on retrouve cette fois-ci avec un grand plaisir en tant que modérateur, Monsieur Michel Rumi, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et à l'Université Paris-Dauphine. Voilà, vous avez une petite trentaine de minutes.
Monsieur Remy, je sais que vous êtes un expert, alors je vais vous permettre de pouvoir manager le temps que nous avons et surtout enrichir notre discussion. Merci infiniment. Merci Eric pour la pression que tu me donnes. Mr. Diallo and Mr. Ritchie, thank you for your speeches. Okay, very interesting. Monsieur le gouverneur Bangui, permettez-moi de vous poser la première question. Okay. Dans le contexte de la CEMAC, qui est caractérisée par un régime de change fixe et par une forte dépendance du financement de l'économie au système bancaire, la question de l'impact potentiel du développement des stablecoins sur la transmission de la politique monétaire se pose avec une certaine acuité. Selon vous, les stablecoins peuvent-ils complexifier la transmission de la politique monétaire? C'est ouvert? Très bien. Je tiens tout d'abord à remercier mon très cher frère, gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, pour cette invitation à prendre part à cette importante assise de la Conférence internationale. Vous évoquez le cas de la CEMAC. C'est un cas d'école. La CEMAC, c'est 6 États qui ont décidé de disposer d'une monnaie commune. Une monnaie ancrée dans une monnaie, dans une devise étrangère, notamment l'euro, régie par une convention monétaire avec la France et qui bénéficie de la libre convertibilité. Et adopter aujourd'hui le stablecoin comme nous l'avons vu et édifié par les deux Keynote, il y a un lien direct entre l'adoption de stablecoin concomitamment avec une monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire. Les 6 États de la CEMAC qui adoptent la monnaie unique, qui est le CFA, avec une banque centrale unique, qui est la BEAC, avec un seul superviseur bancaire et également un seul régulateur. Le problème que nous pouvons soulever, c'est que nous sommes, si je pourrais bien illustrer, sur un terrain de foot où la Banque centrale est l'arbitre et le ballon, c'est la monnaie unique. Faire apparaître une autre monnaie qu'on peut appeler actif, crypto-monnaie, ça déstabilise la règle du jeu. Et même les joueurs sont perturbés à l'arrivée d'une seconde monnaie. Et quel est le devoir de l'arbitre, qui est la Banque centrale? C'est d'arrêter la fin du match. Alors, dans notre contexte, je vais vous faire vraiment expliciter le lien. Le mécanisme d'entrée. Le mécanisme d'entrée pour acquérir les stablecoins, ça passe par la mobilisation, non de la monnaie régionale, la monnaie communautaire, qui, elle, n'est pas une devise. Il faut mobiliser les devises pour acquérir les stablecoins, qui eux, sont adossés
soit au dollar, soit à l'euro. Donc cette mobilisation expose déjà la zone, la Banque centrale, à un effet d'érosion sur les réserves de change. Et nos réserves de change, c'est bien des devises qui sont à l'extérieur. Donc, autre exemple que je pourrais également donner ici pour expliciter les contraintes pour une application efficiente de la politique monétaire. Vous avez une ville comme Dakar. Une frange de la population adopte le stablecoin, qui échappe, ces flux échappent à la Banque centrale, puisque les plateformes sont à l'extérieur. Ça peut s'expliquer pour les États-Unis, où le mécanisme d'entrée se fait en dollars. Mais vous avez la frange de la population qui adopte cette monnaie, et là, vous exposez notamment la zone monétaire à une défragmentation monétaire. C'est toujours comme le terrain de foot. Au lieu de 2 ballons, c'est plusieurs ballons qui circulent, sans que le régulateur ait le contrôle sur tout ce flux, où le petit commerce, les grands commerces, le taximan, voilà, font usage de ça. Donc du coup, dans la programmation monétaire, tous les flux échappent au contrôle de la Banque centrale. Et cela rend inefficace notamment la transmission de la politique monétaire en ce qui concerne par exemple l'inflation, puisque la Banque centrale dispose des instruments de régulation de la liquidité pour pouvoir appliquer une politique monétaire dans la perspective de réguler notamment les pressions inflationnistes. Donc voilà, déjà notre mission, c'est de garantir la stabilité en lien notamment avec notre politique monétaire qui utilise des instruments conventionnels, notamment le canal de taux d'intérêt qui est décidé par la Banque centrale. Le taux d'intérêt au niveau des transactions stablecoins échappe totalement. Et donc, la question maintenant, c'est pour nous, dans notre contexte de 6 pays avec une seule politique monétaire, dans une disparité et fragilité économique exposée au choc extérieur, la question n'est pas de jeter, de rejeter les stablecoins avec l'eau de spéculation, non. Mais c'est de renforcer de façon stricte la régulation. La supervision bancaire doit également disposer notamment des informations sur les flux et notamment également les questions liées au ratio. Au ratio des fonds propres. Si je prends un exemple, si les banques veulent émettre les stablecoins, il va falloir que certains ratios soient mis en place et que ça soit respecté de telle sorte à protéger, parce que c'est le rôle également du superviseur bancaire de protéger les épargnants. Et nous sommes arrivés déjà, nous avons vécu dans notre zone, beaucoup de dérives, des cas d'arnaque qui sont monnaie courante, mais aujourd'hui, on interroge la Banque centrale, on interroge le superviseur bancaire qui n'a encore aucune responsabilité parce que nous ne disposons pas d'un cadre de régulation de ce nouveau instrument qui présente d'ailleurs des opportunités également au niveau économique. Donc,
Au niveau de la CEMAC, aujourd'hui, nous sommes en pleine réflexion avec l'accompagnement du FMI. Nous avons déjà eu à tenir au début de cette année un atelier de transfert de compétences avec nos équipes, la Banque centrale, le superviseur bancaire qui est la Commission bancaire d'Afrique centrale, le régulateur qui est la Commission de surveillance des marchés financiers. Un transfert de compétences a été réalisé et nous sommes dans cette dynamique pour élaborer un cadre réglementaire sous-régional pour accompagner cette dynamique en instaurant les règles, la discipline pour réduire l'exposition aux risques opérationnels et techniques. Donc voilà globalement notre dynamique aujourd'hui au niveau de la zone CEMAC. Je vous remercie, Monsieur le Gouverneur. La question suivante va s'adresser à Monsieur le Gouverneur Stevens. Je poserai cette question en anglais, ceci est pour les traducteurs. Honorable Governors, in African economies, which are characterized by the growth of digital assets and the development of new blockchain-based payment system, there is a growing interest in stablecoins. What factor, in your own view, are driving the use of stablecoins in African economies, and to what extent are these dynamics reflected in your own jurisdiction? Thank you very much. It's a pleasure to be here, and I'd like to thank Governor Kasibru and the BCL, but also the ACB, for inviting us here this week. It has been an excellent few days, and we're very grateful for the welcome that we've received. This is a very interesting question, and I think the keynote speakers have done really true justice to answer your question. And I agree with most of what they have highlighted as the driving factors across Africa for the adoption of stable coins. And particularly for me, it is by the enthusiasm for innovation by young people that is driving crypto and other related assets. And we are under pressure as a central bank to authorize and regulate these assets. We have a big difficulty. In Sierra Leone, crypto assets are not regulated, they are not authorized. We've had serious problems over the past few years with Ponzi schemes and scamming going on, where people are being hoodwinked, tricked into putting their money offshore in some instrument that cannot be validated. And we've had to shut down businesses, we've had to come out to guide the public. We have a very good digital finance ecosystem. We're the first to do a sandbox in West Africa. We are graduating digital finance products, and they are regulated, fine, but we haven't gone into crypto yet. And the reason for that is we need to build capacity in the central bank. We need to have a good regulatory framework to be able to supervise these assets. But also one point that is so important is about financial safety net. We've only just established our deposit protection scheme to deal with the traditional bank accounts. And as we develop and get the insurance going, the funding arrangement going, we don't want to add up another layer without fully understanding it. So it is really important that we do that. But we are very reflective. We are working to build capacity. I was in Nigeria recently. I met with the governor and we discussed. And basically we want to build capacity. Once we've built sufficient capacity within the central bank, we're very proactive, we're very accommodating, and we know this is a reality of
economic development and financial development, and at some point we have to allow it. We're even getting requests from the likes of UNESCO to help support access to internet, and they're suggesting that we allow the use of cryptocurrencies to pay internet service providers. I said, fine, but let us balance the exposure. And once we work out a balancing of those exposures and managing the risk, we'll allow it. So we are in an exploratory stage as we speak. We know of it, we're preparing for it. We've set up a task force within the central bank to work on this. We were at BIS last year, and tokenization, stablecoins were at the center of the discussions. We came back, we reflected on the annual report from the BIS, and we're still at work. But the risks are quite large, and we need to be fully confident that we can manage them before we authorize the use of stable coins or crypto assets. But people are doing it. The interesting thing is the young population with good connections overseas are doing a lot of crypto-related transactions offshore. But we've had to come out and say, look, the central bank has authorized the use of this in Sierra Leone. You will not be covered by any mechanism, and the government will not come in to make good any loss that you may suffer if you go and do this. But of course, we understand and we know that people are doing it. We know that people are trading offshore, they're using the internet, and they're well deep into this technology. Honorable Governor, thank you for your insight. The next question is for Honorable Governor Touguet. Okay, I will ask this question in English. Honorable Governor, Kenya is characterized by a highly dynamic digital payment ecosystem and a strong adoption of financial innovation. Stablecoins could improve payment, particularly cross-border, and enhance financial institutions. However, their development may also pose risk to financial stability. Could you share your thoughts on how this risk could be monitored in the event of the development of stablecoins? Thank you very much, and let me also begin by thanking the Governor, Jean-Claude. Thank you very much, and thank you for the warm welcome. I'm very happy to be here. This is an excellent subject, and I must congratulate the presenters. Those are very, very, very good presentations. Let me say that in Kenya we have decided to go forward with, we recognize that Kenyans trade in these virtual assets, and in recognizing that, we have decided to regulate the virtual assets as well as virtual asset service providers. We recognize the opportunities and the risks. But before I go into the opportunities and risks, let me just give a brief background of how we got here. We started off being very cautious. In 2015, we issued some just warnings or cautions to the public as well as to the banking system, warning them not to deal in virtual assets. And the reason for this was that there was no legal or regulatory framework. There were issues of consumer protection. And we kept that position until 2023, when at the recommendation of FATF through SMLOG, the Eastern Southern African Money Laundering Group, we did a national risk assessment and determined that in fact virtual assets and virtual asset service providers were a risk in terms of AML, PF, and also terrorism financing. And it's at that point that we decided we must have the regulations. So we put together a task force comprising of the National Treasury, the Central Bank, the Financial
the people who track the Financial Reporting Center, and other stakeholders. They came up with a policy, they came up with a bill, and that bill came into law late last year, around October up to November. We then started doing the regulations. The regulations are ongoing, and we expect that those regulations will be completed, if not this month, very, very shortly. But just to give you an idea of some of the things that are covered in the regulations, I'll be very quick. First of all is the capital requirement. Virtual asset service providers, they must have a capital requirement. The largest capital requirement is for issuers of stable coins. The other thing is that there must be a reserve asset. There must be a one-to-one match between the reserve assets and the stable coins that are issued. In addition to that, for the reserve asset, 30% must be held as deposits, and the other 70% must be held in high-quality liquid assets. And there's also the right for redemption, and that right involves par at redemption at par and at demand. There are also some prohibitions. One is on the charging of interest for stablecoins. The draft had it very much the way the Genius Act had it, which was to prohibit interest by the issuers, but for the exchanges, there were interest rate could be paid. And I think what we are going to have is actually not to have any interest, whether for the issuer or for the exchanges, and that, I think, will mitigate some of the risks that we had earlier here about the disintermediation in the financial sector. The regulations also call for external audit, and of course, it also addresses robustly the AML, TF, and PF provisions, which was the original reason why we started to regulate the stablecoins. We have a dual regulatory framework. The Capital Markets Authority regulate the exchanges. They also regulate the brokers and the dealers, and the central bank only regulates the virtual wallets. They regulate the payment processors, and then finally they regulate the issuers of the stable coins. Now, let me go to the opportunities. I think opportunities have already been mentioned, and of course at the top is the financial inclusion. This is a situation, mobile money penetration in Kenya is very high, and so anybody with with a phone, with a smartphone, will be able to have access to stable coins, and I think that adds to the financial inclusion. The other thing that was mentioned is really a hedge against inflation and pressures on the exchange rate. We did see that in 2023 when the shilling came under significant pressures. And again, as Richie said, part of the solution for all this is really having a stable macroeconomic environment. We did have that then, and we did see the consequences of the dollarization and also just pressures on the exchange rate. And then the other benefit, which has also been mentioned, and for us, which is very important, is the means of payment and the means of transfer of value. We have a lot of remittances coming from all over, mostly from the US, and I think using stablecoins, I think somebody mentioned yesterday we had an African End presentation that said the cost of remittances is 8% currently. And at this, the use of stablecoins this morning have had a range of 1% to 2%. So this should encourage more transfers through remittances. So those are the opportunities. The risks. The risks have also been, to a certain extent, covered, but I want to look at it from, divide them into two categories. One is the external as well as the domestic. On the external side is obviously the possibility of dollarization and the impact that has on the effectiveness of monetary policy.
That, again, if you don't have your macros, that is certainly going to happen. There's also the issue of capital outflows. I think stablecoins are going to encourage, not necessarily encourage, but to facilitate much faster capital outflows. And when that happens, that affects the foreign exchange market, puts pressure on the exchange rate, and that it brings in the central bank. When the central bank sees these pressures on the exchange rate, what does it do? Well, it can allow the pressures to feed into inflation, in which case it might even have to then raise interest rates, or it can intervene and have a managed depreciation of the exchange rate, and thereby lose also reserves. So it has a real impact on the operations of the central bank. And then one other thing is really on the issue of data. I've tried to understand how remittances that come through a crypto exchange will be reflected in the balance of payments, and I think that is still an ongoing issue. There will be data requirements, data reporting requirement by the exchanges, and then we'll see whether that reporting requirement would be sufficient to cover all the external transactions that will be then captured in the balance of payments. Let me move to the domestic, on the domestic side, that has also been covered to a certain extent, and the issue of financial disintermediation. And the way I look at it is, on the one hand, you have the cryptocurrency exchange, and then on the other hand, you have the banking system. And the way that disintermediation has been covered, even here today, was a situation where deposits moved from the banking system to the cryptocurrency exchange. And obviously, when that happens, then the loanable funds decline, interest rates go up, lending to the private sector reduces, and potentially having a negative impact on economic growth and employment. So, I'll come back to that in the context of M-Pesa, and to see whether the M-Pesa operates actually mitigates the impacts on the disintermediation in the banking sector. On the issue of monetary policy, I see monetary policy very much linked to the disintermediation. So if money has moved away from the banking system to the exchange, obviously, then your monetary policy will have less of an impact, whether you are tightening it, whether you are loosening it. I think it amplifies, I think having the stablecoins amplifies the extent that you have to raise interest rates, the extent that you have to lower interest rates to achieve the same level of, let's say, demand contraction, assuming you want to address the excess aggregate demand. Going forward, because as I said, we are just about to complete the regulations. There are two things, and let me bring again the issue of M-Pesa. The way currently M-Pesa works is that you open a wallet, you are able to move money from your bank account directly to your wallet, but the moment that money reaches your wallet, the M-Pesa, Safaricom that runs the M-Pesa, is required by law to have an exact counterpart in their bank account. So it's fully backed. Whatever is in the wallet is fully backed by deposits, which call trust, in the banking sector. And so in my mind, I'm trying to understand that this issue of disintermediation, is it an issue of the on-ramping? You know, how does money move from the banking sector to the exchange? If it goes through the M-Pesa, and the M-Pesa is therefore required to have a deposit, is it an issue then of the money moves from person A and with the bank A, and it goes to bank B? So there may be a disintermediation of one bank, but the other bank gets the additional resources. So from a financial sector point of view, there may not be disintermediation.
And really, that is one area I want to have a much deeper understanding, so that this issue of disintermediation and the effectiveness of monetary policy may be mitigated by having sort of like an intermediate between the exchange and between the banking sector, so that you also now have deposits moving from Bank A to Bank B, rather than from Bank A to the exchange. The other thing is on the issue of the foreign currency denominated stablecoins versus the domestic currency denominated stablecoins, because the risks are very, very different. And for me, there's the issue of redemption, especially for the foreign currency denominated, the USDTs and the USDCs. If something goes wrong, like somebody mentioned, I think it was Diallo who was presenting where the Terra went into problems, how will Kenyans be able to redeem their stable coins? Does it mean, because all the stable coins are covered in Bank of New York, all the reserves are covered there, the one-to-one for foreign currency stable coins are in the US. So how do we mitigate the risk for Kenyans who are holding stable coins in the event something happens to the foreign currencies? So that is also another area that, finally, because maybe I'm taking too much time, is to again just emphasize what Richie said about the macroeconomic stability. And I think what we are now in the process of doing, I think we have a fairly stable macroeconomic environment. Our exchange rate is quite stable. We have a convertible current account. We don't have any capital restrictions, and yet we don't have those issues. So I think we are kind of prepared to deal with the pressures that come from adopting these stable coins. And most important is really to build our external buffers, so that in the event Kenyans get carried away, this is a new thing and they want to hold, we'll have enough of a buffer to be able to manage any capital outflows or any movement of shillings to foreign currency denominated stablecoins. Thank you. Honorable Governors, thank you for your remarks. Okay. Je me tourne vers Monsieur le Gouverneur Bangui et je poserai cette question en français. Mais juste avant, je voulais rien que simplement faire une remarque. Nous sommes très en retard. Et donc je ferai une honorable demande à mes trois panélistes, respectueusement, d'apporter des réponses courtes aux questions que je vous pose, afin de ne pas tout déranger lors d'un lancement de la journée. Car sinon, je pense que la BCEAO ouvrira cette nuit et ça serait peut-être pas dans ses plans. Mais en tous les cas, je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. Monsieur le gouverneur Bangui, face aux risques liés aux stablecoins, plusieurs banques centrales explorent l'émission de monnaie digitale de banques centrales afin de préserver notamment la souveraineté monétaire et de limiter l'impact des stablecoins sur les systèmes de paiement. Quel est votre point de vue sur cette question? Alors, je réponds en s'adossant sur notre cadre de coopération monétaire qui ne reconnaît que le franc CFA comme instrument de paiement légal. Ça veut dire que le cadre de coopération monétaire exclut l'utilisation de toute autre monnaie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà dans la dynamique de la mise en place de la monnaie numérique banque centrale pour notamment répondre à ce besoin. Et il a été évoqué ici, il s'agit bien d'un besoin marchand. Et nous aurons une parité, un franc CFA, un franc CFA numérique qui est adapté au cadre de coopération existant en vigueur. Donc, vous rassurez que c'est une question ici de souveraineté, du respect de la souveraineté monétaire au niveau de la zone
communautaire, la zone CEMAC. Nous sommes en chantier vers la monnaie numérique banque centrale. Merci, Monsieur le Gouverneur. I now turn to Honorable Governor Stevens. Okay. The IMF has noted that regulatory response to risk associated with stablecoins remain fragmented, and that an harmonized framework and international cooperation are required to mitigate the risk of their cross-border use. What collective approach could African Central Bank adopt to harness this innovation while preserving financial stability? Thank you very much. This is a very important question. The fact is, technology is with us for the foreseeable future. We're in a technology-driven century. The good thing with cryptos, stable coins, etc., is we're all learning at the same time. So if we're learning at the same time, we can develop a collaborative regulatory framework together. So for example, in ECOWAS, we meet regularly under the West African Monetary Institute or the West African Monetary Agency. I believe we should work together because we have very similar economies, very similar challenges. We should work together to develop a regional regulatory framework because of interoperability. The trader that leaves Freetown to go to Conakry, and then, or leave Freetown to go to Monrovia, and then to Abidjan, might not need to move around with cash. We're trying to do something similar with normal payment interoperability. So we can work together to develop, first, a better understanding of the assets themselves, and then we need to harmonize our regulations, and then once we do that, interoperability between countries can then enhance economic performance, economic growth, and I think the welfare effects in the end overall would be quite huge. But we have to start somewhere, and to start somewhere would be sitting down together, accept that this is something, you know, there was a statistics given about Nigeria where I think 70% is below 30 years, and of that, 90% of that 70% is tech savvy. Well, it's the same in Sierra Leone. You know, half of the population is below 19 years, and everybody has a mobile phone, and everybody transacting mobile money with Orange or someone else. So I think we absolutely have to work together to develop the necessary understanding and also the regulation so that we can interoperate, but also build the ecosystem as we go along. So I absolutely agree with the proposition. Thank you. Okay, thank you, Honorable Governor Stevens. Honorable Governor Touguet, would you share your perspective on these last questions? In light of IMF observation of the gradual expansion of stablecoins and the ongoing fragmentation of regulatory frameworks at the international level, what form of cooperation could central banks in Africa adopt to effectively regulate this innovation, leverage their potential, and maintain financial stability? Thank you. I'll also be brief on this since I already took my time. I think obviously the central bank needs to they need to cooperate amongst themselves in the various forums. I think there's a huge role, in my view, for some of the multilateral institutions, like, for example, again the IMF, because the IMF is working in this particular areas. We have, for example, in the East African context, we have Afritac East. We have consulted even in the process of developing our regulations. We have cooperated with them. We have sought the views of the multilateral institutions. And I think
And that could be a base, even from a regional perspective, so that you harmonize the regulations. In fact, we just for payment service providers, not yet on the issue of stablecoins, but for the payment service providers, we have harmonized our regulatory framework. We have even agreed on an MOU with Rwanda, and we hope to be able to have more MOUs with others. And then that way you can passport, you reduce the red tape. If you're licensed in Kenya, you can be able to go and do the same thing in Rwanda, because the regulations have been harmonized. So I think and even in this kind of a setting, I think this is also kind of a setting where some ideas and even some minimum kind of regulatory requirements. I think that's the way that you'll harmonize the regulatory frameworks in the region. Okay. Governors and Monsieur le Gouverneur, thank you for your insightful contribution, your analysis, and the fruitful exchanges. Merci infiniment. On va vous permettre de prendre une photo de famille. Merci, monsieur le modérateur. Alors, on va inviter nos deux keynote speakers à venir nous retrouver ici pour rapidement, avec un petit fond musical pour se donner encore de l'entrain ici, pour cette prise de photo. Mais take a picture, a family picture. Et nous arrivons ici au terme donc, de ce deuxième panel qui effectivement a été riche d'informations et de partages, et aussi nous a fait quelque peu déborder au niveau du temps, et je promets que nous allons arriver à réguler notre timing autant que possible avec la contribution de tout un chacun. Voilà, vous aurez noté effectivement cette réflexion sur l'émergence des stablecoins avec cette application pour la politique monétaire et la stabilité financière. Nous allons, à la suite de cette prise de photo, ouvrir le troisième chapitre de notre conférence internationale avec le panel 3, la régulation, supervision et la supervision prudentielle et coopération régionale. Voilà. Et pour cela, je vais demander cet exercice à nos prochains keynote speakers qui vont ouvrir, de pouvoir gérer leur temps autant que faire se peut et arriver au terme. Régulation, supervision prudentielle et coopération régionale. Merci encore d'être avec nous. Et j'imagine que vous avez un certain nombre de questions, mais on pourra poursuivre ces questions avec les échanges directs. Et on est suivi aussi sur la chaîne YouTube de la banque, et il y a plusieurs centaines de personnes qui sont connectées. Donc cette thématique intéresse plus d'une personne ici, au-delà donc de nos présences ici à Dakar au Tirubi. Et voici ce chapitre qui s'ouvre avec cette réflexion-là. Ce panel qui vise à dégager les pistes de renforcement des dispositifs de régulation et de supervision adaptés à l'essor des crypto-actifs, à la mise en œuvre des monnaies numériques de banque centrale et aussi aux transformations induites par la tokenisation. Nous l'avons abordé. Sans plus tarder, je vais inviter notre premier keynote speaker à venir nous retrouver. Vous l'avez vu dans son rôle de modérateur. On le retrouve ici, M. Abdoulaye Diallo. On vous offre cette tribune pour un temps limité. Nous comptons sur vous, tous nos regards se portent sur votre... Je ne mets pas de pression, hein, je donne juste le cadre. Voilà, vous avez le micro ici, dans un échange, merci. On va vous donner le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je pense que j'ai la charge de pouvoir avancer rapidement dans ce dossier qui est très spécifique, avec... Eric qui nous met la pression sur un sujet aussi complexe. Pour ce faire, je me suis dit, je peux faire tous les slides, toutes les présentations, on peut passer du temps ensemble. Je me suis dit juste, je vais aller droit au but. Un jeune Ouest-Africain comme moi qui a commencé à travailler avant l'âge de 10 ans, ici, qui a vécu avec la finance en Afrique et puis qui a évolué en Europe et puis en Amérique, maintenant au Canada. Pour ce faire, je me suis dit, on va aller juste à l'essentiel. C'est quoi? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui?
pour le modèle, ce n'est pas vraiment de la technologie dont on parle. On parle de quoi? On parle de la confiance. On parle de quoi? On parle d'encadrer, mais de façon stratégique, pour éviter vraiment qu'il y ait des enjeux en soi, en termes prudentiels. Donc, il y a un certain nombre de thèmes qui ont été identifiés, une mise en contexte des enjeux, des défis, un cadre réglementaire qui, avec le périmètre de normalisation assujetti à ce volet, une supervision prudentielle qui vient avec les bénéfices et des perspectives en soi. Donc, le temps étant limité, je pense qu'on va aller droit au but, à l'essentiel. La vraie question, c'est quoi? Comment construire, surveiller et réguler de façon dynamique les enjeux liés aux crypto-actifs en Afrique de l'Ouest, principalement. Donc, pour ce faire, on a les défis qui sont nombreux. La mise en contexte, je pense qu'on en a parlé, le temps étant limité. On a les trois grands éléments à retenir en soi. C'est la transformation numérique et les risques, les défis de régulation et de supervision et la coopération régionale en soi. Je pense que le plus important, on est passé au travers des chiffres, on voit qu'il y a une véritable dynamique qui se passe au niveau surtout de l'Afrique subsaharienne, donc en termes de crypto-actifs. Je pense que le plus important qu'on peut aller, ce qui change, ce qui va évoluer. On a compris que la BCAO a mis en place déjà pas mal de réflexions en cours sur notamment la normalisation et la surveillance associée aux monnaies virtuelles et aux monnaies numériques en soi. Je pense que ce qui serait comme pertinent à considérer par la suite, c'est les enjeux. Les enjeux, les défis ont été mentionnés depuis la matinée devant vous. Je pense que ce qu'on peut revenir, sur juste 4 éléments importants. On parle des risques de stabilité financière, la protection des utilisateurs, les consommateurs en soi, l'intégrité financière et surtout la souveraineté monétaire qui est comme les éléments importants à considérer. Je pense que sur cette base, on voit un peu certaines dimensions qui sont à considérer. Le marché est hybride et transfrontalier, ça vient avec des défis. Les impacts sont quand même énormes. Une supervision basée sur les risques, c'est l'approche qui est préconisée de plus en plus. Et surtout, les perspectives qui sont au niveau de la BCAO qui peuvent être à considérer, surtout d'identifier les flux d'entrée et de sortie en soi. L'argent, pour surveiller l'argent, il faut s'adresser là où l'argent rentre, où il sort. Je pense que c'est le modèle, en suivant le parcours de l'utilisateur, c'est le modèle le plus simple à suivre, sinon ça va être très difficile de se retrouver par la suite. Après, le cadre réglementaire, la normalisation, je voulais juste revenir sur 3-4 éléments importants en soi. L'identification des catégories d'actifs qu'on veut superviser, qu'on veut suivre. Ça, c'est le premier point. Le recensement des acteurs clés. Il y a plusieurs acteurs qui sont dans l'écosystème. Comment on les identifie, comment on les cartographie. La clarté dans la réglementation et la juridiction et la sécurité juridique associée. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, tant au niveau supervision, tant au niveau autorité, tant au niveau autorité de blanchiment. Je pense que c'est très important d'avoir des règles très claires, très simples entre les différents acteurs afin d'éviter des zones d'ombre et puis des points morts et que tout le monde puisse se retrouver facilement. Un autre point qui est important, c'est la normalisation via un socle minimum de base qui est important à considérer. Pour ce faire, l'approche la plus simple, c'est vraiment d'avoir une normalisation simple sur les bases solides, socle générique, une supervision basée sur les risques, une transparence en termes de reporting et de suivi, et surtout un rôle qui est comme simple de s'assurer qu'on suit là où l'argent rentre et sort. C'est le modèle le plus simple. Une supervision prudentielle basée sur 3 axes majeurs. La cartographie des expositions en termes d'actifs, très important. La gouvernance des encadrements simples en termes d'autorité. Les scénarios de stress et de supervision au travers des stress tests qu'on peut mettre en place. Là, les perspectives sont nombreuses. Il y a certains défis qu'on a vus. 91% des banques centrales explorent vraiment les monnaies en soi.
ce qu'on peut dire en termes de tokenisation, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés. On parle du potentiel de la tokenisation, les cas d'usage qu'il convient de développer, les conditions de succès ou de réussite qu'il convient de mettre en exergue et d'avoir des projets pilotes avant de se lancer dans des grands travaux de transformation associés à ça. Donc, ce qui est important et nécessaire aussi, ça prend une coopération régionale et une saine gouvernance, une bonne gouvernance en soi. La coopération, c'est vraiment toute la partie régionale les acteurs clés, comment ils travaillent ensemble pour arriver à un objectif commun. Des mécanismes de gouvernance qui sont à mettre en place, les collèges de supervision régionaux, les partages d'informations entre autorités, élément très important. Des protocoles, comment gérer les crises, parce qu'à la fin, il faut vraiment s'assurer que les crises sont bien gérées. Et un autre volet, c'est de prendre des cas d'usage. On a vu le Nigeria qui a expliqué ces cas, de prendre les cas d'usage, ce qui a été développé, quels sont les lessons learned, qu'est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus, et d'avoir aussi une coopération internationale, parce que comme on a dit, le modèle, les systèmes ne sont pas basés en Afrique de l'Ouest, les systèmes sont basés partout dans le monde. Ça prend une coopération aussi internationale et un leadership fort avec les différents acteurs de ce milieu. En soi, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire de très, très simple, comme réguler au niveau régional et à l'échelle régionale passe par l'harmonisation des pratiques, moderniser le modèle de supervision en suivant les actifs, comment on les suit, et basé sur les risques et les données, innover, encadrer avec une alternative plus souveraine. C'est vraiment les défis auxquels on a en face. Donc, en synthèse, je pense que l'Afrique de l'Ouest est face vraiment bénéficie d'une véritable opportunité, c'est de bâtir vraiment sur des technologies, mais surtout sur des fondations de confiance, de réguler sur la base d'une coopération régionale, avec une démographie vraiment africaine qui a donc dans moins de 10 ans, 3 quarts de la population va avoir moins de 35 ans. Donc, le modèle est très dynamique. Et l'Afrique de l'Ouest bénéficie aussi d'une véritable diaspora, une forte diaspora à l'international qui fait beaucoup d'opérations. Donc, la supervision, elle est très importante, mais elle nécessite d'être régulée, encadrée déjà dans un premier temps au niveau régional, s'assurer de moderniser vraiment le modèle en soi et les données qui sont associées à ça, encadrer l'innovation tout en se basant sur le modèle vraiment pur africain où il y a une grosse population de jeunes et cette population de jeunes utilise que des technologies. On a cette chance d'avoir une véritable jeunesse que peu de continents ont cette chance également. Donc je pense qu'il conviendrait de profiter et de prendre en considération. Eric, je ne sais pas si j'ai respecté le temps, mais j'ai essayé de faire mieux, vite, mais je pense que si vous avez des questions, je reste quand même disponible. On peut échanger quand vous voulez. J'espère que Eric, ça va vous permettre d'avoir gagné un peu plus de temps. Et nous devons vous applaudir très très fort. Merci infiniment pour cet exercice que vous avez royalement mené de façon très claire. Vous avez parlé de jeunesse, on peut vous applaudir encore très très fort. Ça va donner de la force et justement motiver les prochains keynote speakers à pouvoir optimiser leur temps. Les sujets sont essentiels et justement nous avons l'occasion de vous avoir tous ici. On peut se rapprocher de vous pour pouvoir poursuivre ces discussions-là. Celui qui va nous retrouver ici va aussi apporter ses lumières à cette thématique de ce troisième panel. Il est le vice-président et responsable de la technologie et du développement des capacités à l'Institut de stabilité financière de la Banque de règlements internationaux, la BRI, et il supervise les travaux du FSI sur l'innovation technologique appliquée à la régulation et la supervision financière. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir bien chaleureusement M. Juan Carlos Crisanto. On va ouvrir le deuxième micro si c'est possible. So does it mean that now he gives me his time? No, I have more time. It's a deal. Well, good afternoon, everyone. Governor Brew, it's a real pleasure to be here. Thank you very much for the invitation and to represent the BIS here
in this very distinguished conference. So what I would like to talk to you is about the market developments and the regulatory response to those market developments in stablecoins. There is a lot that has been talked about already. So what I'm going to do is jump a few slides in order to come back to the last session, the last part of my presentation that is very much related to regulation. So one of the key points, we've talked a lot about market developments, but I wanted to spend a bit of time on Tether and Circle stablecoins to give you a sense of the business case there. And then I'll spend most of the time on the financial regulatory response, particularly international, but also the national one. So in terms of the market developments, we've discussed this growth, dramatic growth of stablecoins, 30 billion in 2020, now over 300 billion, but there are a couple of points I wanted to remark here. The market is very concentrated on two stablecoins, Tether, USDT, and Circle, USDC. That's the first point. The second one is that the USD, means the dollar-pegged stablecoins, represents almost 100% of the market. But in general, it's a relatively small one. This is only 7 to 8% if we compare to the 2.35 trillion in the crypto market. In terms of the use cases, we have discussed, again, a lot here. It's very much now used for on-chain trading, i.e. to buy Bitcoins with USDC or USDT. But again, as Governor Cook and other colleagues discussed, there is a lot of potential, and a lot of potential based on the tokenization features, particularly smart contracts, programmability, but also the atomic settlements, the ability of the two legs of a transaction, payment and settlement and delivery, to occur at the same time. And there is a lot of potential for remittances, cross-border payments, store of value, etc. One point that we haven't talked a lot about is the interconnections between the stable coins and mainstream finance. In this graph, what you can see is that a number of banks have been already issuing stable coins. You see the example of Société Générale. In France, you see the example of HSBC, authorized by the HKMA in Hong Kong to issue stable coins. You see a number of banks arranging with other ones, Kivalis in Europe, 12 leading banks in order to distribute euro-pegged stable coins. You see, and we've discussed here, the custody arrangements and the asset management responsibilities taken by a number of GSIBs, global systemically banking institutions, but also large no-bank financial institutions like Cantor Fitzgerald and BlackRock. And what is giving a lot of impetus right now is the number of licenses, national bank trust charters, that several digital asset firms like Circle are getting in the US to operate and provide custody service and asset management services in the management of their reserve assets. So the point here is about potential migration of risk from the stablecoin markets all the way to the mainstream finance, which is a contagion element that we need to keep in mind when we regulate these markets. So I've talked about Tether and stablecoins, Circle stablecoins, and said there's a lot of concentration. Let's explore this a little bit more. So in terms of the stablecoins issued by Tether and Circle, you can see in this slide a number of different types of stablecoins. Different currencies, but also different assets. But the main ones are the ones, USDT, that has 180 billions in terms of market capitalization. You also see USDC, which has a 70 billion market capitalization. So the question that you may ask is there a possibility that these stable coins, the holders of stable coins, can get their money back at par value? And for that, that's a question that the governor of Kenya raised. How can I make sure that I'm going to have enough reserve assets to pay for that? So we went to the financial information of Tether and Circle, and we find the following.
most of this money is invested in US short-dated treasury securities. You see, in case of Tether, if you take 65% plus 10.6, which is repos, again, based on US Treasury bonds, or when you go to Circle and you see like 65%, and in repurchase agreements, again, using as a collateral short-term US Treasuries, and you see that the direct investment of 22.1% is in US Treasury bonds, you will see the following. There is a big linkage between the demand and the supply of US Treasuries in relation to the assets that backed the ability to return the money a los stablecoin holders. So that's the first. But the second conclusion you can get from this slide is that there is an element of market and liquidity risk. So there is an element of volatility, particularly if you look at Tether and you see like 9.27% is invested in precious metals. And you see like Bitcoin is about 5%, and you see that secure loans also represent around 9% of this. We cannot get more information of that. So we don't know whether this is real estate property or otherwise. So there has to be, at some stage, a disconnect between the peg, between the reserve assets and the money that you have in order to be able to return this money to the stablecoin holders. And this is, and this is a question that we can ask you with the following. Who regulates both Tether and Circle? In order to understand whether, can I rely on this information? Because this information is published by both Tether and Circle in a public way. And the question is, who regulates that? Can I have an element of certainty on this information? So we go back to the same information public, and we find out that Tether is the parent company of Tether Holdings, is based in El Salvador. It's based on and is subject to the regulations issued by the National Commission of Digital Assets, whereas Circle is regulated in the US for AML CFT by the Financial Crimes Enforcement Network, but mainly by a state money, as a state money transmitter by state regulators. In the US, in addition, it has a BIT license by the New York Department of Financial Services. The point I want to make here as well has to do with the fact that with the Genius Act, this will change. So in the future, what will happen is that when it gets into place, the Genius Act, at the beginning of 2027, Circle will continue to be regulated, or we will change the regulation at the federal level by the OCC. So the next question is, okay, what does the El Salvador Financial Authority says about these financial statements and the ability to rely on the information provided? Well, they have the requirement to have quarterly attestations by an independent accounting firm. This is done by BDO, which is an Italian one, but BDO makes the case that they don't provide an audit service. In this case, is very much about assuring that the money reflects the accounting framework put forward by Tether. But in El Salvador, there are no requirements of annual independent audit, so we don't really know whether this complies with information on the balance sheet of Tether. Whereas in Circle, the situation is different. We have a monthly reserve attestation by Deloitte. This is granted by the state regulators, and there is an audit annually given, and this is a requirement by the Securities and Exchange Commission. So the first conclusion here is there is a fragmentation of regulation in terms of the top stablecoin providers out there. The second one is what we were discussing before. If there is an element of market and liquidity risk, then what we have here
is that in normal times, there is a variation, but in the stress situations, like we have discussed before, the case of Circle, and then you have this blue line here at 0.88. What happens is that Circle put money, 3.3 billion of the reserve assets, into Silicon Valley Bank. So when there's a problem with Silicon Valley Bank, then it affected the peg that Circle has with the USDC. Second point, we discussed a lot about the use of stablecoins, and it now represents, as colleague Diallo said, 84% or 86% is based on an FTA annual report. Most of the leasing transactions are done through stablecoins nowadays. Then as well, one point that hasn't been remarked a lot here is the fact that there is no interoperability between stablecoins. So if I were to issue a USDC or within the USDT, if I were to issue in Ethereum or a different blockchain like Solana, you cannot use those stablecoins interchangeable. There is no interoperability, and that generates a big obstacle for the scalability of a type of money-like instrument like stablecoins. So finally, what we're saying is something that we discussed with all the speakers. We need to have a sort of holistic framework to assess the policy design of stablecoins. And we discussed with a colleague from the IMF as well how this has a credit dimension of financial stability, but also the financial integrity together with monetary policy and a fiscal space, and I will not repeat that. I will move to the part whereby there is the financial regulatory response, and it has been discussed before. It is very much under the umbrella of saying the following. So we need to achieve a level of consistency. We need to reduce the diversity of regulations in order to reduce the level of harmful regulatory arbitrage, because stablecoins operate globally. And therefore, the policy frameworks have been or the international coordination efforts have been led by the Financial Stability Board with the high-level recommendations in the way of regulation, supervision, and oversight, not only of crypto asset markets, but also global stablecoin arrangements. There is the BIS as well, through the Basel Committee, that come up with a requirements for bank exposures to stablecoins. And as you can see here, there are a number of standard-setter bodies that have attracted the attention to stablecoins and are providing standards on this. In terms of the work of the Financial Stability Board, let me just give you 3 key messages. Number one, we're talking about high-level recommendations. That means the ability to adapt all these recommendations to the realities and the characteristics of the markets that we're talking about. Secondly, is that we're talking regulations that need to be done taking into account same level of activity, for instance, between a traditional financial function and also a stablecoin activity that share the same economic function should be regulated in a way that take into account the risks that they generate and also be subject to the same regulation. The next point I wanted to highlight here is that we're talking very much technological neutral. So if we're talking about crypto assets or we're talking about stable coins, let's regulate based on the risks they expose the institution rather than the technology behind or underlying this activity. So very briefly, just to make the point, highlight one point that is very much about capacity, resources in the financial authority. It's very much about assessing the interconnections between the stable coin markets and the traditional or the mainstream financial system. In terms of expectations for the crypto asset markets or the crypto asset activities, again, a lot of emphasis on governance and a strong risk management. Data is a key issue because there is no data in order to assess in a much more consistent way
the financial stability risk, and the whole emphasis is about disclosure of the positions of the crypto asset arrangements. In terms of expectations for global stablecoin arrangements, this is very much about these stablecoins that are becoming as a means of payment or store of value across jurisdictions. And again, the whole emphasis is about difference from traditional crypto assets. It's very much about prudential requirements, but also about having all the mechanism around strong redemption rights as well. Transparency also plays a role. And going back to the comment by the governor of Kenya, global stablecoin arrangements need to be subject to resolution and recovery plans in order to facilitate an orderly wind down from the market in case the firm were to fail. And also, Kenyan stablecoin holders will have exposures there. So, in terms of the Basel Committee regulations or standards on this, let me summarize the following. So the key issue here is very much about the following. It's about submitting the stablecoin exposure to a very key strict criteria. If the strict criteria in terms of quality of the reserve assets, in terms of ability to have clear redemption rights in place, about supervision and enforcement, if the stablecoin doesn't fit these criteria, then it will be subject to a very, if it fulfills this criteria, will be subject to a traditional risk-weighted framework that if I were to have 100 stablecoins, it will generate a capital requirement of $1 or2. But if my 100 US dollar exposure doesn't fit with this criteria, it will be subject to 100% capital charge. And the reason for that assessment is very much about the ability that it is considered a much more speculative product that doesn't allow the possibility of return the money. Well, now the discussion is because all permissionless blockchains now are not eligible for Group 1 and therefore subject to the 100% capital charge, and the Basel Committee is assessing whether, considering the current state of development, we still need to have this very conservative regulatory framework. In terms of the regulatory frameworks around the world of stable coins, again, following what Eric Fayen said this morning, the BIS and the FSB, we assess where are these frameworks in the process of compliance with the FSB regulations. And I have to say, there is a gaps, while there are some commonalities, there are challenges, and there is no convergence in terms of implementation. Part of the problems have to do with issues related to reserve assets. Sorry, can I finish? Yes. Yeah. It's a bit distracting when you have the enforcer getting closer. So you need to supervise very closely. Yes. So very briefly then, in terms of reserve assets, the idea is to have high quality reserve assets and no commingling with assets with other custody players or the ones who are providing asset management, and a very clear framework as well for redemption rights. And then just to mention that there are the 6 areas where we can see a lot of commonalities, but reliable difference. Part of this has to do with the issue of different prudential requirements, but commonalities in the context of technology, AML, CFT, but also a strong disclosure requirements. So just to finish, just to say the following, there is, what we want to say is, the stablecoins hold the promise that this will be a very, very beneficial instrument for the financial markets. There are some weaknesses that some of them can be addressed with regulatory frameworks, but there are structural ones that are difficult to address with
policy. So we need to not to overshoot what you can achieve or what we can achieve with regulatory requirements, but again, highlight the point of international coordination and policy alignment. So thank you very much. Thank you, and I'm so sorry to make a pressure. I know you are passionate about your subject, and it's quite interesting. We can have benefits to exchange with you after this wonderful presentation. Can I have a round of applause again for Mr. Crisanto? We almost like 20 minutes actually, but we can see you after for more exchange. Thank you again, Thank you, Mr. Crisanto. Merci beaucoup, merci infiniment pour ces keynotes qui sont fort important et essentiel pour pouvoir poser le cadre, et on entend bien la passion de nos spécialistes sur ces questions-là. Permettez-nous maintenant ici de pouvoir recevoir nos panélistes et essayer de pouvoir récupérer un petit peu plus de temps, toujours avec cette thématique sur la régulation et la supervision prudentielle et la coopération régionale essentielle, et l'illustration que vous avez donnée, M. Crisanto, dans ces différentes régions sont fondamentales. Recevons ici la gouverneure de la Banque centrale de Maurice, Mme Priscilla Moutoura Takour, qui nous retrouve et qui va s'installer en premier. Merci de nous retrouver. Nous aurons aussi sur ce panel le directeur général de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, M. Yvan O'Donnat. Merci beaucoup. Et nous aurons M. Rogério Lucas Zandamela, gouverneur de la Banque centrale de Mozambique. Merci infiniment de nous retrouver. On va commencer pour pouvoir modérer ce panel. Nous allons demander à Eric Ama Ekwe, ancien secrétaire général de la commission bancaire de l'UOA, à venir nous retrouver pour pouvoir modérer ici dans le dernier temps de panel que nous aurons. Bienvenue, merci infiniment. Une petite trentaine de minutes pour des échanges fort intéressants. Et nous procéderons après ce panel à une petite photo de famille avant de partir vers le déjeuner. Merci infiniment, encore une fois, et on s'excuse de bousculer un tout petit peu le programme. Je vous remercie. Avant de commencer, j'aimerais exprimer mes remerciements à Monsieur le gouverneur de la BCAO pour nous avoir associés à cet important événement. Nous allons essayer en fait, de tenir dans le délai qui nous a été imparti d'une demi-heure. Je demanderai peut-être l'indulgence des honorables gouverneurs et de pouvoir intervenir dans un délai peut-être de 5 minutes maximum par question. Donc, pour introduire le sujet, je pense que depuis ce matin, on nous a déjà édifié sur l'importance de la régulation et de la supervision bancaire, de ce nouveau outil qu'est les Stablecoins. Donc aujourd'hui, à cette étape de ce panel-là, ce que nous allons essayer de voir, c'est l'expérience respective de chacun, puisque vous avez déjà eu à réglementer cette activité, et vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez pu faire pour que nous puissions en tenir compte dans ce que nous allons essayer de faire dans la sous-région. Je vous remercie. Donc nous commencerons par Madame le gouverneur de la Banque centrale de l'île Maurice, pour qu'elle puisse nous édifier un peu sur ce qu'elle a pu faire, ils ont pu faire comme expérience en île Maurice en termes de réglementation et d'application. Donc la première question que je vais vous poser, elle a trait en fait compte tenu de l'expérience que vous avez pu avoir, quelles sont les approches réglementaires qui vous semblent les plus efficaces en fait pour encadrer ces innovations sans freiner le développement? Je vous remercie. Bonjour et merci. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement les autorités sénégalaises, son Excellence le gouverneur Kassibo et le personnel de la BCAO pour leur accueil et leur hospitalité. C'est un honneur pour moi de participer à ces discussions et de partager l'expérience de Maurice. Je répondrai à votre question en 3 parties. D'abord, permettez-moi de poser le contexte. Alors, pour Maurice, le secteur des services financiers est l'un des piliers de l'économie. Il représente environ 14% du PIB et emploie directement plus de 19 000 personnes. Le Centre financier international de Maurice est une plateforme d'investissement transfrontalier vers l'Asie et l'Afrique, principalement par le biais des
Global Business Companies, c'est-à-dire des sociétés incorporées à Maurice, mais dont les activités sont majoritairement, voire exclusivement transfrontalières. Le positionnement de Maurice comme centre financier repose sur de nombreux facteurs, son positionnement géographique, l'existence de plusieurs accords de promotion et de protection des investissements, des conventions fiscales et bien sûr la réputation de juridiction bien réglementée, conforme aux normes internationales, telles que celles du groupe d'action financière, GAFI, et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, pour n'en citer que ceux-ci. Ces dernières années, le Centre financier international de Maurice fait face à une concurrence accrue d'autres centres financiers internationaux, plus établis comme Singapour et émergents comme Dubaï. Et dans une grande mesure, cela est dû à l'innovation financière rapide soutenue par la technologie. Et dernier point de contexte, mais un point très important, c'est que le secteur des services financiers mauriciens est réglementé par deux autorités. Il y a d'abord la Bank of Mauritius, que je représente, qui, outre ses missions de stabilité monétaire et financière, est chargée d'octroyer des licences et de superviser certaines institutions financières, telles les banques, établissements de dépôt non bancaires, les bureaux de change et les opérateurs de change. La Financial Services Commission est l'autorité de régulation intégrée du secteur des services financiers non bancaires et celle des Global Business Companies. Maintenant, dans la deuxième partie de ma réponse, je vais expliquer comment ce contexte a façonné l'approche de Maurice en matière de réglementation, de supervision prudentielle et de coopération régionale. D'abord, compte tenu de l'importance du secteur des services financiers, de son exposition transfrontalière et de la concurrence accrue d'autres juridictions, l'innovation est impérative pour Maurice. Mais la préservation de sa réputation l'est tout autant. Ainsi, l'approche de Maurice en matière de crypto-actifs et d'innovation numérique consiste précisément à équilibrer innovation et risque par le biais de l'expérimentation, de l'apprentissage et de l'adaptation. Donc ce qu'on peut appeler test, learn and adapt. À titre d'exemple, la Bank of Mauritius a expérimenté très tôt avec la monnaie numérique de banque centrale, en l'occurrence la roupie électronique, en lançant une étude de faisabilité avec l'assistance technique du FMI de 2020 à 2023. Je crois qu'on était parmi les premiers pays à le faire. Et en menant un projet pilote technique avec la Banque des règlements internationaux en 2023. Les transactions test ont été exécutées avec succès en 2024, mais la Bank of Mauritius a finalement décidé à ce moment-là de se concentrer sur les systèmes de paiement instantané. De même, la Commission des services financiers, la Financial Services Commission, a été parmi les premières à adopter une législation sur les actifs virtuels, notamment les stablecoins. La loi relative aux actifs virtuels et aux services d'offre initiale de jetons, aussi connue sous son acronyme VITOS, a été adoptée en 2022, autorisant la Financial Services Commission à réglementer et superviser les fournisseurs de services d'actifs virtuels, VASP, et les émetteurs d'offres initiales de jetons. À noter que la loi VITOS précède les législations comparables en Union européenne, à savoir MiCA, et celle aux États-Unis, le Genius Act, et qu'elle fait actuellement l'objet d'une révision. C'est une révision qui a lieu, d'une part, pour prendre en considération les enseignements qui ont été tirés dans d'autres juridictions, mais aussi dans un contexte où, comme le Kenya, Maurice est en train de procéder à une évaluation de risque sur les actifs virtuels et les prestataires des services pour identifier les manquements. Donc, ces manquements vont être repris à la fois dans la version révisée du VITOS et dans une nouvelle loi sur la LBC-FT, donc lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Un autre élément, c'est que des efforts sont déployés pour garantir la cohérence avec les lois existantes et prévenir les failles réglementaires et l'arbitrage. La Financial Services Commission est l'autorité de régulation responsable en vertu de la loi VITOS de l'octroi des licences aux actifs virtuels et offres initiales de jetons. La Bank of Mauritius est responsable de l'octroi des licences aux banques
en vertu de la loi bancaire de 2004 et aux prestataires de services de paiement en vertu de la loi nationale sur les services de paiement de 2019. Il existe bien sûr des chevauchements. Les banques peuvent proposer des services de portefeuille électronique ou de conservation, custody. De même, il existe des stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires et considérés comme des instruments de paiement. Dans ces cas-là, la non-objection de la Banque de Maurice est requise avant l'octroi d'une licence par la Financial Services Commission. Par ailleurs, la Banque de Maurice a publié en 2024 une directive à l'intention des banques fournissant des services de custody aux banques. Donc, elle révise également sa législation bancaire et prévoit d'y intégrer explicitement la tokenisation. De plus, nous collaborons régulièrement avec les institutions internationales afin de garantir notre conformité aux normes. Et nous dialoguons régulièrement avec de multiples parties prenantes, dont les banques, les organisations internationales, les autres banques centrales et les autorités de réglementation, y compris au niveau régional, afin de prendre compte des dernières innovations, d'assurer la conformité avec les normes internationales et de solliciter des assistances techniques le cas échéant. Nous avons d'ailleurs sollicité l'aide du FMI concernant les stablecoins récemment. Troisièmement, et pour finir, et je vais faire vite, permettez-moi de conclure par quelques enseignements tirés de l'expérience mauricienne, tout en reconnaissant que la démarche de chaque pays doit être adaptée aux circonstances qui leur sont propres. Donc, premièrement, comme l'a fait remarquer hier mon collègue, le gouverneur Yvon Sanabangui, l'innovation n'attend personne. Il est essentiel d'adopter rapidement des cadres de référence fondés sur une analyse de risque afin d'équilibrer opportunités et risques. Deuxièmement, le rythme effréné de l'innovation oblige les régulateurs à constamment rattraper le retard. Par conséquent, notre cadre juridique, réglementaire et de supervision doit rester agile grâce à des mises à jour régulières, la publication de nouvelles lignes directrices et, le cas échéant, le recours aux technologies de supervision et de réglementation. Troisièmement, la coopération régionale et internationale est cruciale pour rester à l'affût des dernières innovations et des risques émergents. Cette coopération est d'autant plus importante que les innovations financières ont dissous les frontières nationales, accroissant ainsi les risques de contagion et d'arbitrage, ce qui peut nuire à la stabilité financière. Et quatrième et dernier point qui est important à relever, c'est qu'aucune banque centrale n'a l'innovation comme mission principale. Nous serons jugés sur l'efficacité de notre politique monétaire et notre bilan en matière de stabilité financière. Il est donc essentiel pour les banques centrales de rester technologiquement neutres et de placer les questions économiques au cœur des débats. Merci. Je vous remercie, Madame. Ma seconde question va s'adresser à Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Mozambique. Je voudrais lui demander de nous exposer, compte tenu de leur contexte au Mozambique, le développement rapide des services financiers qu'ils ont eu à connaître sur le plan numérique. On peut s'accompagner en fait de défis importants en matière de supervision. Alors, la gestion de flux de capitaux et de prévention de risques systémiques. Alors, quels sont, selon lui, les principaux risques que ces innovations financières numériques ont fait peser sur son pays? Yes, good afternoon to everyone. I would like to start by thanking the Senegalese authorities for all the warm welcoming and all the support to this initiative which was taken by the BCAO, which is a very, very important topic as we have seen from all the presentation. At the same time, and I would like to thank the BCAO, including its leader, Governor Jean-Claude Cassi-Brou, for having taken the initiative and to invite us way back all the way from Mozambique to share our very embryonic, I would say, experience in this sector.
Embryonic, I will say, because although we in Mozambique, at the central bank in particular, we were mindful about the crypto assets landscape that were there, but we sort of turned a blind eye to them in terms of, okay, we always issue announcements that, we just want to make sure that they are not authorized, they're not regulated, and thinking that was enough. In a way, washing our hands, be mindful, we don't recommend, we don't encourage, they are highly risky, highly volatile. You may lose all your savings, or you may lose under. But at some point, we felt that that was not enough. But the push real to this area came. Mozambique at some point was put in the gray list. And as part of a whole architecture of an initiative that partly the central bank, not much, and the government, there were a number of measures that needed to be taken, corrective state. And this came out as one of the things that we had to do, as one of the checklists that needed to be taken care as a requirement to move out of the gray list. At that point, we could no longer ignore as a sort of an obscure people of characters doing all kinds of things we didn't know, but we thought of. So that's the way we come on board as a central bank in this issue. So we are still at the very embryonic stage. It's still, all these areas of stable coins and so on. They're not at least very present. They're not seen as a threat to stability, but they raise serious concerns in terms of integrity, consumer protection. These will be the two areas, and I believe that's what led also our friends from FAT to introduce this as a requirement. It's not like they saw something going on, but it's like a standard product. They go also, they have their own checklist. If they go to a jurisdiction, when they realize you don't have this, then you have to have. So we now have it. So now we have a requirement, a regulation of what we'll call our virtual assets and virtual asset services provider. It's new, and it's very holistic, it's comprehensive. It covers registration requirements, it covers issues of risk management, it covers issues of governance, and so on. Things like have been said by my predecessors, so I don't want to dwell too much into it. So that was something good. But that's not enough just to have regulation requirements, because it's an area, as I said, where the requirement to register and regulate is on the central bank, is the key supervisor. But it's not enough to register. You have to move from registration to effective supervision. But to supervise, you have to have capacity. You need to be trained. You need to be able to identify these risks. You need to know them. How do you see them? So that's where we are now at this stage, trying to get training, trying to get capacity building from partners, including the World Bank and others, from peers, other institutions, and from other forums, so that we'll have the effective ability to do our job as established in the regulation. So that's where we are at this stage. Now, in terms of risk, now addressing the question, of course there are a number of risks, issues of consumer protection risks. They're very relevant, as I mentioned. The other issues of integrity, the use of stablecoins and crypto in particular for all kinds of transactions, illicit transactions, money laundering, and so on. These are major risks that we cannot underestimate, especially in our region, in our corridor, in the Southern Hemisphere area.
So that's one issue. We have issues of also of concentration which takes different types of forms. Like we have limited services providers in terms of concentration. So that brings another risk that we need to pay attention to it in terms of how you deal with the issue which were raised, or issues of interoperability. That's an important area too. How do you make systems interoperable? Another important issue as we try to, it's a question of definitions. Standard definitions in dealing in this product. As it was said in the past, stablecoins mean different things in different jurisdictions. How do you compare them? Because in the process of learning how to identify risk, you have to have concepts. So these are the kind of things that we are facing in our region. I'll stop here for the time being, and then we can follow up later. Thank you so much. Je remercie Monsieur le Gouverneur. Je vais à présent m'adresser à Monsieur le représentant de la Banque de France, qui nous expose un peu, en fait, comment ils ont pu faire face au défi de l'intégration croissante entre la finance traditionnelle et la finance numérique, les risques de contagion qui sont apparus et qui ont soulevé le problème d'identification des acteurs importants dans votre région, y compris en dehors du périmètre bancaire traditionnel. Alors, dans ce contexte-là, comment votre direction et comment les autorités en charge de la préservation de la stabilité financière ont-elles procédé pour identifier et suivre les risques systémiques liés au développement de la finance numérique? Vous m'entendez bien là? Ça va. Bon. Bien. D'abord, si vous me permettez un petit mot personnel pour vous dire que je suis doublement honoré. D'abord parce que depuis ce matin, je pense que j'ai beaucoup appris. Ensuite, parce que je ne suis là que parce que je remplace le gouverneur Villevoix de Gallo qui ne pouvait pas être présent, et je tiens à remercier particulièrement le gouverneur Cassibrou de son invitation. Alors j'en viens au sujet. Alors avec le risque peut-être d'une certaine répétition ou redondance avec des choses qui ont déjà été dites ce matin, ça c'est la loi du genre, hein, quand on passe un peu en deuxième partie, il y a ce risque-là, mais je vais essayer de le minimiser. Je vais répondre à la question de la façon suivante. D'abord, je crois qu'il y a un enjeu de définition. Et en écoutant la gouverneure Cook ce matin, dans son propos, elle a tenu à dire comment les autorités américaines définissaient les crypto-actifs. Eh bien, j'ai retrouvé dans ce qu'elle a dit exactement la définition qu'il y a dans la législation MiCA, la réglementation MiCA en Europe. Crypto-actifs, c'est la représentation numérique d'une valeur ou d'une propriété qui peut être stockée, échangée sur une blockchain, enfin, ou un registre distribué. C'est exactement ce que dit Mika et c'est ce qu'a dit la gouverneure. Je le mentionne parce que ça donne une bonne base ou une forme d'assurance de se dire qu'il y a des chances que quand on parle des cryptoactifs ou des actifs numériques ou des innovations numériques, on parle bien de la même chose. Donc ça devrait faciliter la comparaison et ça devrait faciliter aussi la mise au point de réglementation qui soit assez cohérente. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, sur la notion de risque systémique, ce que je vais dire peut-être un peu schématique, mais je crois que ça éclaire bien le sujet. On peut le définir selon deux dimensions. Il y a une dimension temporelle et une dimension spatiale. La dimension temporelle, c'est les volumes qu'on constate, leur ampleur et la vitesse avec laquelle ces volumes progressent. Bon, alors, je vais rappeler quelques chiffres qui ont été donnés déjà ce matin, mais quand on regarde la capitalisation des cryptoactifs au plan mondial, aujourd'hui, c'est un peu supérieur à 2000 milliards de dollars. Bon. Sur le volet stablecoins, on est dans un ordre de grandeur de 300 milliards de dollars. Donc, c'est environ, on va dire, 12-13%, enfin 11-12% du total de la capitalisation des cryptoactifs. Quand on regarde la capitalisation des actifs réels tokenisés, c'est-à-dire les bons du trésor, les obligations, à un degré moins des actions, les parts de fonds tokenisées, aujourd'hui, on est dans une épure de l'ordre d'une 50aine de milliards.
la capitalisation de l'indice S&P 500. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 50 000 milliards de dollars. Donc on voit que quand on parle des cryptoactifs, on reste toujours sur des ordres de grandeur qui sont assez éloignés de ce qu'on a sur les grands marchés de titres aujourd'hui. Là, je n'ai pris que le marché d'actions S&P 500, donc je ne suis pas sur l'ensemble de la planète. Tout ça pour dire que moi, en tant que gestionnaire de risque ou de risque systémique, ce que j'ai d'abord regardé, c'est plutôt ce qui se passe sur le S&P 500 ou sur les grands marchés obligataires ou sur les grands marchés de change, avant de m'inquiéter de ce qui se passe sur les cryptoactifs. Pour autant, je ne suis pas en train de dire, qu'il n'y ait pas de méprise, que ça n'est pas important. C'est juste qu'il faut le mettre en perspective. Et pour préciser que la raison pour laquelle, d'ores et déjà, on s'intéresse à l'aspect systémique du risque des cryptoactifs, c'est qu'il y a une deuxième dimension, qui est la dimension spatiale, et c'est ce thème des interconnexions qui est déjà revenu dans plusieurs propos, c'est-à-dire les liens entre le monde des cryptoactifs et puis le monde traditionnel. Et ça, c'est vraiment un point d'attention parce qu'on sait très bien que l'une des causes, sinon la cause principale de la grande crise financière de 2008, c'est bien le fait qu'on a méconnu un certain nombre d'interconnexions entre les différents acteurs à l'intérieur du secteur bancaire et entre le secteur bancaire et le secteur non bancaire. Donc ce sujet-là, on l'a et il faut le traiter aussi dans le cadre du cryptoactif. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on s'assure d'avoir un monitoring très régulier des volumes. On observe bien les corrélations entre les différents marchés. Aujourd'hui, vous avez une corrélation entre le marché du Bitcoin et le S&P 500 qui est de l'ordre de 55%. Alors ça fluctue. Il y a des périodes où cette corrélation peut être négative. En ce moment, elle est de cet ordre-là. Donc ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, s'il y a un choc sur le Bitcoin, ça va se répercuter sur le marché des actions. Donc ça, c'est un indicateur intéressant. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'évolution du levier et donc le degré d'endettement des acteurs qui interviennent sur le marché du Bitcoin. On regarde aussi les expositions des acteurs traditionnels, des banques ou des fonds sur les marchés de cryptoactifs. Tout ça, c'est un ensemble de données qu'il est important pour la Banque centrale de suivre de façon régulière pour s'assurer de la façon dont les choses évoluent ou d'identifier tel ou tel risque. Tout à l'heure, Santo, dans son exposé, disait que il y a un postulat concernant les stablecoins de stabilité de la valeur. En règle générale, ça marche, sauf dans les situations de stress. Donc c'est important, lorsqu'on perçoit un stress sur les marchés, de voir comment tout ça, ça peut évoluer. Alors parlant des stablecoins, il y a un sujet particulier qui est lié au principe même de ces stablecoins qui reposent sur une réserve de valeur. Eh bien, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Il faut de la transparence et il faut savoir aussi apprécier l'évolution de la liquidité de la réserve dans le cas où on ferait face à des remboursements. Donc ça c'est des choses qui sont à inscrire aussi sur le dashboard, hein, sur le tableau de bord qu'on doit suivre régulièrement pour savoir ce qui se passe. Alors, quand on est à la Banque de France, évidemment, on n'est pas tout seul. La Banque centrale, en réalité, elle n'est pas toute seule sur ces sujets. Vous avez une autorité des marchés financiers, vous avez un superviseur, alors qu'il a été adossé à la Banque de France, mais ça reste quand même un collège différent. Et bien, régulièrement, on se voit, on se concerte, on échange ces informations. On le fait en particulier dans le cadre du Haut Conseil de stabilité financière qui définit la politique macro-prudentielle. Et puis, pour donner un caractère un petit peu concret à tout ça, voir quelle est la réalité des risques, on a entrepris de se livrer à des stress tests, des tests de résistance sur l'ensemble du secteur financier, ce qu'on appelle les system-wide stress tests. Donc il y a un exercice qu'on a fait là récemment, dont on est en train de dépouiller les résultats. C'est assez intéressant parce que, en fait, vous voyez, et il faut toujours se rôder, hein, s'essayer à une difficulté qui est d'exploiter les données que vous avez pu récolter. Et vous apercevez que quand vous sollicitez comme ça l'ensemble des acteurs, tout le monde ne répond pas de la même façon. Il y a encore des problèmes de méthodologie pour s'assurer que les données qu'on a sont tout à fait pertinentes pour conclure qu'il y a un risque ou qu'au contraire la situation est tout à fait saine. Donc ça n'est pas trivial.
Là, on l'a fait là, cette année, c'est la première fois. Donc, c'est le genre d'exercice qu'il faut répéter. C'est un peu comme en matière de cybersécurité, les tests de pénétration, c'est tout le temps. Je finis là-dessus parce que quand on parle des crypto-actifs, quand on parle des actifs numériques et de risques systémiques, il y a aussi aujourd'hui une dimension opérationnelle. Ce n'est pas que du financier. La dimension opérationnelle, c'est le risque cyber. Et là, à mon sens, les choses sont un peu plus difficiles. Sur le risque financier, on est un peu dans une zone de confort parce qu'on a l'habitude de gérer le risque de crédit, le risque de blanchiment, le risque d'abus de marché avec les actifs traditionnels. Sur le risque cyber, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez une telle multiplicité des sources d'attaque, une surface d'attaque qui est importante, des vulnérabilités que vous n'anticipez pas toujours. Hein. Parfois, maintenant, c'est l'IA qui vous dit que vous avez telle ou telle vulnérabilité alors que vous pensiez avoir tout bien fait. Et puis, il faut constater que maintenant, c'est très difficile de partager l'information. Hein, donc voilà. Merci. Messieurs les panélistes, madame, en fait, il nous reste 1 minute sur le temps qui nous est imparti. On a 3 questions pour vous. Alors, je vais vous demander peut-être pour la gestion de nous répondre très rapidement. Je commencerai par madame. C'est une question retrait, en fait, à tout le renforcement que vous avez eu en capacité institutionnelle pour faire face à ce nouveau défi. Alors, merci. Je vais essayer de faire court. D'abord, je vais souligner que la législation applicable concernant les crypto-actifs, VITOS, autorise le régulateur, la Financial Services Commission en l'occurrence, à utiliser un éventail de données plus large, incluant des données open source, et à conclure des protocoles d'accord pour l'échange d'informations avec plusieurs autorités compétentes, dont les forces de l'ordre. Cependant, la maîtrise des données relatives aux crypto-actifs reste perfectible. Pour revenir à la stratégie de développement des capacités, en ce qui concerne la Banque de Maurice, elle repose sur 3 axes. Premièrement, l'amélioration de l'efficacité du cadre de supervision de la Banque de Maurice par déjà l'adoption et le perfectionnement continu d'un cadre de supervision fondé sur les risques, la mise à jour régulière des réglementations et lignes directrices et le financement de la participation du personnel à des formations spécialisées sur les sujets liés à la FinTech et l'investissement dans la formation continue, notamment une partie du personnel suit un master's en intelligence artificielle chaque année. Ensuite, il y a l'assistance technique que nous sollicitons auprès de diverses organisations internationales, telles le FMI et la Banque mondiale. Deuxième volet, c'est le partenariat public-privé. Donc, nous avons lancé en 2022 une étude qui s'appelle Future Banking Strategy pour Maurice et qui établit vraiment les priorités de réforme. Une de ces priorités de réforme pour le secteur bancaire de demain, c'est la formation. Et la Banque de Maurice a collaboré avec les banques pour faire une enquête sur les compétences et surtout les compétences à développer pour permettre de passer à ce système bancaire. Finalement, je soulignerai la coopération avec les banques centrales et organisations internationales, notamment au niveau de l'innovation. Nous avons des accords de coopération au niveau des pôles d'innovation avec la Reserve Bank of India, par exemple, et un mémorandum avec plusieurs banques centrales de la région, donc la Namibie, par exemple, et Swatini, pour permettre d'explorer ensemble certaines questions clés liées au développement des crypto-actifs. Merci. De la Banque du Mozambique, à votre niveau, la question porterait essentiellement sur la coopération sous-régionale, c'est-à-dire comment avec les autres pays, vous essayez de coopérer pour la réglementation, ou bien on a bien retenu que vous êtes à un stade embryonnaire, mais est-ce que dans ces réflexions-là, déjà, vous commencez à discuter avec les collègues de votre sous-région pour voir comment peut-être évoluer ensemble?
Yes. Yes, of course, as I mentioned, we are pretty much okay in terms of regulation. We got a lot of help. It was part of an exercise that we needed to do as of trying to meet the requirements to exit from the gray list. And now it's a question of all the big challenges in terms of implementations. How do we get the job done in terms of effective supervision? So, of course, we don't have the capacity. We need training, but more important, there are things we can do, which is information sharing. So we do share information, especially in our region, about some suspicious transaction, things that we can see. So that's what we do. Being careful, sometimes we don't use the same concept. We have to make sure that you know what we mean, the meaning, the same issue here means the same thing there. So that we rely on that. Information share is really an important element among supervisors. So it's also part of our learning process. We also try to learn from our central banks who are more advanced than others in a number of areas. And sometimes I feel like we are abusing some of our partners, including our friends here from Kenya. We ask all kinds of help because we want to make sure, why should we be making mistakes that others who have been around in this business have been the pioneers? So when we need help, either from the BCA or from Kenya, we have no shame really in asking for help. There is also some form, but still very preliminary in terms of public-private partnership. It's a little bit, it's still exploring which types of private entities are there that they can help us. And that comes to a usual obstacle because, those types of require some sort of co-payments or co-participation financial, then things become very complicated. But in terms of help from other central banks, from other institutions, from other forums, yes, that's where we are, and that's the way the priorities that we are putting at this stage. So thank you very much. Yeah, thank you. Merci, Monsieur le Gouverneur. Monsieur Odona, pour terminer, selon votre expérience, quelle forme de coopération vous paraît-elle la plus efficace pour une réglementation cohérente dans le domaine des innovations financières numériques? Bon, je vais aller assez vite parce que je crois que les keynote speakers ont fait un excellent travail et tout est dedans et j'y souscris complètement. La coopération, c'est une nécessité, pas simplement parce qu'il faut éliminer les situations d'arbitrage, mais aussi parce qu'il faut éviter les situations de concurrence inéquitable. On parle à la fois de risques, mais d'opportunités. Si on veut que ces opportunités soient saisies par toutes les juridictions, il faut de la coopération. Quand je dis par toutes les juridictions, c'est que on a dit, on l'a redit, la clé c'est l'adoption. Si on veut la participation, si on veut créer de la confiance partout, il faut donc une régulation qui soit bien claire, transparente et qui soit cohérente entre les différentes juridictions. Alors de façon très concrète, il y a deux avenues, il me semble, qu'il faut soutenir et propager. C'est d'abord les recommandations du FSB, donc ça c'est puissant je crois, neutralité technologique, même activité, même risque, même règle, c'est assez simple et ça peut se décliner facilement sans trop d'hésitation. L'autre voie, c'est ce qu'on fait en matière de contrôle prudentiel bancaire. Alors, le standard de Bâle, c'est pas simplement un standard prudentiel, c'est pas des fonds propres qu'on met de côté pour pouvoir détenir ou traiter sur les crypto-actifs, c'est aussi des normes de publication. Donc, il y a une transparence des expositions des intervenants sur le marché des cryptos et ça reste toujours la clé. Il faut que tout le monde publie si on veut savoir où est le risque, si on veut bien le gérer et là aussi même éviter des situations d'arbitrage. Je terminerai en ajoutant la chose suivante. Quand on a fait MiCA, ça a pris quelques années. La réglementation est entrée en vigueur en 2023 et effectivement appliquée un an plus tard en 2024. Le standard de Bâlois, il vient d'être adopté, mis en œuvre début janvier 2026. Et vous savez quoi? On commence déjà à parler de réviser une réglementation qui vient d'être à peine adoptée.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est extrêmement évolutif. Quand on a mis en place MiCA, on savait déjà que MiCA serait en défaut sur un certain nombre de choses. Donc il y a un sujet qui concerne par exemple les stablecoins dits multi-émissions, c'est-à-dire un même jeton émis par différents émetteurs qui sont régulés de façon différente. Potentiellement, ça crée des sujets, des risques de liquidité. Si un détenteur qui est dans une juridiction qui a acheté un jeton auprès d'un émetteur qui n'est pas régulé, par exemple, en Europe, il a quand même tout à fait le droit de demander le remboursement du jeton à l'émetteur européen, et pourtant, ce n'est pas prévu dans MiCA. Donc, il y a des questions de cette nature. De même, Santo l'a dit sur la norme de Bâle, la clé, là, c'est qu'il y a des exigences qui paraissent un peu strictes. Il s'agit de desserrer un peu sans trop desserrer, trouver le bon compromis entre ce qui permet l'innovation tout en maîtrisant les risques. Et à la fin, il faut toujours se dire, garder en tête, c'est ce que je répète tout le temps à mes collègues à la Banque de France, le risk management, c'est un compromis. On a des visions stratégiques et là, la tokenisation, c'en est une, c'est essentiel. Il y a une promesse de valeur qui est puissante. Si on veut la réaliser, il faut trouver le bon compromis avec la gestion des risques. Voilà, merci. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre panel. Je voudrais remercier les panélistes pour leur contribution. Ce qu'on pourrait retenir brièvement, c'est que pour la réglementation, elle s'impose. Pour faire face aux innovations et les encadrer, il faut le faire de façon modulée en tenant compte des informations dont on dispose sur l'environnement. Donc à ce stade, il nous faut en fait s'organiser pour disposer de suffisamment d'informations pour mieux cibler les risques auxquels on veut s'adresser. Et sur ça, nous avons le problème des ressources humaines compétentes qui maîtrisent leur domaine est important. Donc en termes d'accompagnement, il faut que les régulateurs et les superviseurs puissent se doter de ressources humaines s'ils ne les ont pas les former, ou bien recourir à l'assistance technique, parce que c'est un domaine aujourd'hui qui est qui a beaucoup évolué. Donc le système de supervision a changé. Et donc les outils aussi doivent changer et cela nécessitera des investissements, à mon avis, ce qui peut accompagner cette évolution. Je vous remercie. Et voilà, merci infiniment. Je prends une voix un petit peu plus forte pour justement vous permettre d'applaudir plus chaleureusement nos panélistes et notre modérateur. On va inviter nos deux keynote speakers à venir entre eux, M. Diallo, M. Crisanto, à venir entre eux sur scène pour cette photo de famille de ce panel 3 sur la régulation, supervision prudentielle et coopération régionale pour toutes ces contributions pour enrichir notre compréhension. Le dialogue et l'échange se poursuit maintenant dans un autre registre, celui de la pause déjeuner qui vous est proposé. On note nos agendas à retour à 15h20 autant que possible, en demandant aux keynote speakers, il y en aura 3, et aux panélistes de pouvoir se présenter un petit peu plus tôt pour s'assurer de toute la mise en place. Et le panel 4 portera sur la cybersécurité, intégrité financière et protection des données des banques centrales. Voilà un sujet. Et bien entendu, nous aurons notre table ronde des gouverneurs pour clôturer cette session. Alors, on vous libère, comme on se dit. On vous souhaite un excellent appétit. Et merci pour votre présence, votre attention et vos partages dans ces 3 premières séquences. Bon appétit, à tout à l'heure, 15h20, ici en plénière. Merci beaucoup. On va permettre au gouverneur de pouvoir être accompagné du protocole pour les orienter vers la zone du déjeuner.
Nous allons ici redémarrer, le temps de se réinstaller et de saluer votre prouesse exécutive d'enchaîner